Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. C'est un question-réponse sur les plantes médicinales. J'avais fait longtemps que je voulais faire un sujet comme celui-là, les plantes médicinales en général, entre fantasmes et réalité, entre fantasmes et rejet, parce qu'il y a ceux qui sont à fond contre les plantes médicinales, il y a ceux qui sont à fond pour les plantes médicinales et qui en font une panacée. Où se situe la réalité, c'est souvent comme toujours entre les deux, et essayer d'explorer au travers de vos questions un petit peu toutes les problématiques qui peuvent se poser quand on parle d'utiliser ce qu'on appelle communément des plantes médicinales. Plantes médicinales, c'est marrant parce que je porte mon regard là, je suis entouré de plantes médicinales là, tout autour de moi. Et j'ai du fragon, j'ai du petit hou, j'ai de la pimprenelle, j'ai de l'ortie là, à vue, qu'est-ce que j'ai de la mauve, j'ai du plantain, j'ai de l'aquilémie de feuilles, j'ai une très beau eupatoire, Eupatoria, je me souviens plus son nom exactement. Enfin bon, je suis entouré de plantes médicinales. Alors soyons clairs, qu'est-ce qu'on appelle des plantes médicinales? Ce sont des plantes qui sont plus, on va dire, remarquables par leur contenu en principe actif qu'en principe nutritif. C'est-à-dire qu'une plante est dite plante alimentaire quand il y a plus de principes nutritifs, c'est-à-dire des macro-éléments et des micronutriments, lipides, glucides, protéines, minéraux, vitamines et ainsi de suite, que de ce qu'on appelle les principes actifs. Principes actifs, on pourra les citer, c'est les terpènes, les polyphénols, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les alcaloïdes, globalement je crois qu'il y en a 4 aussi, enfin bon, terpènes, polyphénols, alcaloïdes, ce sont les principaux. Ça, ce sont les principes actifs qui vont caractériser plutôt une plante médicinale. Donc une plante médicinale, c'est une plante qui a globalement plus de principes actifs que de principes nutritifs. Alors la séparation, elle est quand même assez difficile à faire parce que, on prend par exemple des plantes comme l'ortie, elles sont aussi riches en principes actifs qu'en principes nutritifs. Donc là, c'est une plante à la fois alimentaire et médicinale. Tu prends le pissenlit, c'est exactement la même chose. Le plantain, c'est exactement la même chose. La mauve, c'est exactement la même chose. Énormément de principes actifs. Sur la mauve, ça y est, j'ai le 4e principe, c'est les glycorises ou ouais. Enfin bon, ce sont des principes laxatifs. Je vais retrouver le nom. En cours de vidéo. Et donc la mauve en est extrêmement riche. Donc aujourd'hui, on va parler des plantes médicinales. Avant de parler des plantes médicinales, j'avais deux petites annonces à faire. Qui sont un peu en lien avec les plantes médicinales, puisque je vais parler d'une annonce qui m'a été transmise par mon ami Eric Escoffier. Donc permaculture, on n'est pas dans les plantes médicinales exactement, mais enfin bon, les plantes médicinales font partie d'un écosystème équilibré, donc j'en profite un petit peu, c'est un prétexte pour en parler, qui m'a demandé de passer un petit appel à bénévoles, et c'est avec joie que je le fais pour les formations d'Eric, qui, je me répète, sont quelque chose d'absolument extraordinaire. J'encourage quiconque veut changer son regard sur les écosystèmes qui nous entourent à tenter l'expérience, à oser l'expérience, de se faire littéralement retourner le cerveau par la présentation que peut avoir Eric de tous nos écosystèmes, la compréhension profonde des écosystèmes et comment, en s'inspirant des écosystèmes naturels qui fonctionnent, construire des écosystèmes humanisés, on va dire d'une certaine manière, qui soient efficaces. L'efficacité et l'éthique, ce sont les principes de la permaculture et Eric les met en valeur d'une façon formidable. Et donc il dit qu'il fait un appel à bénévoles. Il a des besoins de bénévoles pour la formation qui va se passer en juillet, à partir du 9 juillet. Je ne sais plus où est-ce qu'elle se passe, mais il faut aller voir sur son site Permaculture sans frontières. On cherche 2 types de bénévoles pour les aider au bureau et à l'administratif. Et entre parenthèses, il ne faut pas avoir peur d'un ordinateur, et les aider à l'installation, la logistique, l'encadrement de l'organisation matérielle du groupe. Donc quelque chose de plus bureautique, secrétariat, et quelque chose de plus actif, logistique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le site Permaculture sans frontières, vous tapez Eric Escoffier, et vous pouvez envoyer sinon un mail à l'adresse suivante, j'essaierai de l'écrire sur l'écran, alors CV, les 2 lettres CEV.bénévole au pluriel, BENEVOLES, @pcsf.info. Je répète, cv.bénévole au pluriel, sans accent, @pcsf.info. Je vais essayer de penser à l'écrire à l'écran. Et ça sera une façon de contribuer, d'aider Eric et tout ce qu'il porte, et en plus d'assister, d'être à proximité de ce stage, et c'est toujours quelque chose d'assez extraordinaire.
Autre coup de pub, coup de relais pour des copains aussi, c'est Martin qui m'a envoyé ça pour le réseau Fruits Oubliés. Vous savez, j'avais fait une vidéo en novembre dernier avec Raphaël Colici. J'espère qu'on ira revoir Raphaël et toute sa culture de plantes. Et Raphaël et Babette là, nous avaient accueillis de façon vraiment extraordinaire. Et on va y retourner, les voir, les Colici, là, dans leur haut canton d'Oléro. Et donc j'avais été invité par Martin, qui est le coordinateur de la revue et de l'organisation Fruits Oubliés. Fruits Oubliés, c'est un ensemble de personnes qui se sont rassemblées pour repartir à la recherche, à la découverte et à la mise en valeur du patrimoine fruitier français. Tu sais, on parle de culture la plupart du temps, mais on a une culture fruitière, on a des variétés qui sont propres à la France, à nos terroirs, à nos régions, et qui sont en train de disparaître petit à petit. Et Fruits Oubliés, c'est une organisation, c'est un groupement, c'est une revue aussi, et qui ont à cœur de remettre en valeur ce patrimoine. Et donc, la revue Fruits Oubliés a lancé une souscription pour les... la revue Fruits Oubliés a plus de 20 ans et 70 numéros. Et donc la revue a lancé une souscription. Alors je cherche le... j'ai pas l'adresse pour la souscription. Par contre, tous ceux qui ont à cœur de soutenir la revue, je vous invite à la découvrir en allant sur le site Fruits Oubliés. Vous tapez Fruits Oubliés, vous allez découvrir la revue, à vous y abonner, à abonner des amis, des proches, le cas échéant. Chaque mois, il y a une étude, enfin c'est chaque trimestre, pardon, il y a une étude exhaustive sur un type de plante. C'est vraiment une revue en profondeur pour qui s'intéresse aux fruits, mais s'intéresser à leur culture, à leur histoire, à leur patrimoine. Et donc, il lance aussi une souscription. Je vous encourage à aller sur le site Fruits Oubliés, à vous abonner, à abonner des proches, à faire des cadeaux dans ce sens-là. C'est le meilleur moyen de les soutenir. Et sinon, allez voir sur la souscription. Ils ont besoin de soutien. C'est quelque chose d'assez rare, d'assez marginal en France. Et vraiment, je me plais à les soutenir. Ce sont des copains et j'aime énormément leur démarche. Donc voilà, l'appel est passé. Nous, on va partir pour notre question-réponse sur les plantes médicinales. Je suis muni. Regardez-moi cette belle couleur. L'un de mes jus préférés en ce moment. Ça tâche parce qu'il y a du curcuma. Carotte, curcuma, eau de coco. Ah ça c'est, je trouve que le mélange il est juste. Un peu, une pointe de gingembre, je dois l'avouer, une petite pointe de gingembre, puisqu'on parle de plantes médicinales, curcuma, gingembre, ce sont des plantes médicinales. Mais pour le coup, je ne les utilise pas dans un but médicinal, je les utilise simplement parce que le goût est délicieux. On plonge tout de suite parce qu'on en a pas mal de questions. On va essayer d'explorer les choses tout azimut et le plus largement possible. Alors, on commence par une question de Sadi. Plantes médicinales, homéostasie, hygiénisme. Bonjour Thierry Régénère, je crois avoir compris que les chemins par lesquels tu es passé t'ont amené à la pragmatothérapie. Exactement. C'est pourquoi je précise que ma question n'est en rien une ode religieuse à l'hygiénisme dogmatique. L'hygiénisme authentique. Ils font de l'authentique. Cependant, ok, donc c'est compris, je ne suis pas sur la défensive, je ne sors pas le bouclier. Cependant, dans le milieu de ceux qui ont choisi de faire confiance à la régénération, on parle souvent d'homéostasie qui advient tant qu'on la laisse parvenir sans entrave. Ok, l'homéostasie, c'est la propension du corps à revenir spontanément à l'état d'équilibre. On parle bien de spontané, je suis d'accord. Pourtant, nombre de naturopathes, d'hygiénistes ou de gens se réclamant de l'hygiénisme, ou simplement des gens qui s'occupent eux-mêmes de leur santé, utilisent des aides ou des accélérateurs, sauna, hammam, bains dérivatifs, jus de légumes, compresses d'huile de ricin, argile en interne ou en externe, lavement et bien sûr plantes médicinales. Mes questions sont donc les suivantes. Puisque les plantes ont des principes actifs, et qu'un principe actif, aussi naturel soit-il, n'en reste pas moins très actif, comment connaître la frontière entre le moment où les plantes guérissent et lorsqu'elles peuvent devenir dangereuses? C'est une super question, parce qu'effectivement, il y a des plantes qui sont tellement actives qu'elles en deviennent stimulantes et qu'elles stimulent le corps au point de l'épuiser. Je pense par exemple au ginseng, on parle beaucoup du ginseng. À titre personnel, je ne l'utilise pas, je refuse de l'utiliser parce que c'est une plante qui pour moi est plus stimulante qu'autre chose. C'est-à-dire qu'elle va venir cravacher, elle va venir utiliser les réserves de l'organisme. Alors sur le coup, ça va faire une décharge, on va se sentir super bien, sauf qu'à côté de ça, on est en train de s'épuiser. L'idée, c'est un peu, tu as un compte en banque, tu as un compte en banque qui est assez bas, et puis d'un seul coup, on te donne une carte bleue qui te permet de vider tout ton compte en banque. Alors d'un seul coup, tu te dis, ah, j'ai plein d'argent disponible, ouais, sauf que ton compte, il n'a pas été regarni, donc automatiquement, ça ne va pas tenir longtemps. Alors comment connaître la frontière? C'est pas facile. C'est pas facile.
moi j'ai une expérience avec l'arboristerie qui est ancienne, hein, depuis, je crois que j'ai découvert l'utilisation des plantes médicinales il y a longtemps, hein, parce que ma grand-mère déjà m'en parlait, ma grand-mère paternelle m'a beaucoup initié à ça. Je me souviens tout petit être en train de ramasser l'aubépine avec elle, qu'on faisait sécher dans des thés d'oreiller, enfin on les faisait sécher et après on les stockait dans des thés d'oreiller, et le parfum de l'aubépine sèche, pour ma grand-mère, problème cardiaque, donc elle utilisait beaucoup l'aubépine, l'ortie, le pissenlit, c'était des plantes qu'on utilisait régulièrement, qu'elle me faisait cueillir, donc très tôt j'ai été sensibilisé. Et je me souviens que l'approche que j'ai eue des plantes médicinales à l'époque, c'était pas d'en faire des panacées absolues, c'était simplement des aides, c'était des auxiliaires, on va dire d'une certaine manière. Alors, où est-ce que c'est la frontière entre le moment où les plantes guérissent et lorsqu'elles peuvent devenir dangereuses? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans l'absolu. Je ne peux pas te dire c'est plante par plante. Et c'est pour ça que ça demande un petit peu de connaissance. Après, il y a des grandes catégories de plantes. Tu vois, quand tu utilises les plantes communes qui poussent spontanément, comme l'ortie, le pissenlit, la mauve, le chardon-marie, le plantain ou des plantes comme ça, franchement, il n'y a aucun risque. Je pense que... Je pense que le risque commence à advenir quand on commence à prendre des plantes qui sont très chargées en alcaloïdes. Quand les gens commencent à parler d'utiliser la noix de cola, la caféine ou des choses comme ça, là je pense qu'on peut avoir un effet stimulant plus que favorable à la régénération. Globalement, je dirais que sur la plupart des plantes qui poussent par ici, utilisées dans des posologies, il y a des posologies usuelles, donc comme ça on connaît à peu près les quantités d'alcaloïdes et de principes actifs qui sont utilisés, il n'y a pas vraiment de risque. Vraiment. Mais tu sais, cette histoire, bon alors, ça va revenir de façon récurrente, je pense, dans ce question-réponse, mais je crois que souvent, on se leurre et on n'a pas un tableau d'ensemble. C'est-à-dire que j'ai vu des combats, des joutes oratoires effrénées entre authentiques et pas authentiques concernant les plantes médicinales, et c'était amusant parce qu'au même moment où les gens se déchiraient pour savoir si telle plante médicinale allait être stimulante, acidifiante et ainsi de suite, mais je me disais mais finalement on regarde à ça et puis on ne regarde pas à ce qui se passe dans la tête des gens, au stress qui est présent en eux, hein, à toutes leurs conditions de vie, et on hyper focalise sur un seul sujet qui va devenir l'espèce de sujet d'affrontement, et tout est centré autour des plantes médicinales. Il y a les pros, il y a les anti, et on rentre en religion effectivement. Je pense que les plantes médicinales sont une formidable aide. On verra un peu plus tard pourquoi et pour qui en particulier. Plus un organisme est épuisé, moins l'homéostasie est active d'elle-même et plus il y a besoin de la soutenir. Il y a l'étape de chronicité, je pense qu'au cours de cette présentation-là, je vais en parler. Et donc quand on passe de l'autre côté de la chronicité, quand les choses commencent à s'installer de manière chronique, souvent le corps, on a beau faire, il ne redémarre pas ou il redémarre mal. Et un petit peu de soutien, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est pour ça que tu me disais, voilà, nombre de naturopathes, d'hygiénistes utilisent des aides ou des accélérateurs. Alors accélérateur, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Aide, je pense que c'est une bonne idée. Parce que nombre d'organismes sont tellement épuisés, vraiment tellement à la ramasse, on va dire d'une certaine manière, si vous me passez l'expression, qu'on a besoin d'un soutien, d'un vrai soutien. Sinon ça ne redémarre pas, je suis désolé. Moi aussi au début j'ai dit non mais tout doit démarrer naturellement et tout. Ben, je constatais que ce n'était pas le cas. Donc il y a un moment où il faut apporter de l'aide, il faut apporter du soin. Soigner les gens, c'est non pas adhérer à une idéologie, les plantes médicinales c'est bien ou c'est mal, mais plutôt faire en sorte que les organismes aillent mieux. Le corps est périssable de toute façon, donc il finira par mourir. Donc on n'est pas en train de jouer à l'immortalité, c'est pas ça le problème. Mais c'est que le temps d'une vie, eh bien, il faut arriver à fonctionner. Et il y a des personnes dont l'organisme est tellement atteint que toute leur vie, eh bien, ils auront besoin d'une béquille. Parce qu'ils sont allés trop loin peut-être, ils sont allés trop loin en termes d'épuisement, ils sont allés trop loin en termes de destruction des ressources. Mais bon, si avec cette béquille, qui n'a quasiment pas d'effet secondaire ou pas du tout d'effet secondaire comme on peut avoir avec les plantes médicinales, eh bien ils vivent bien, ben moi je me réjouis. Et je ne suis pas en train de rechercher un absolu de l'hygiénisme si ça ne marche pas pour eux. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, mais bon voilà. Pratiquer l'homéostasie est simple, pas facile mais simple, mais dans de nombreux cas, supprimer les entraves et renforcer l'organisme. Mais la manipulation des plantes ne requiert-elle pas une certaine connaissance qui fait que finalement il faut des spécialistes de la spécialité pour indiquer la voie? C'est possible, c'est un risque, c'est un vrai risque. En même temps, les spécialistes de la spécialité, tu le deviens très rapidement. Il suffit d'acheter un bon livre sur les plantes médicinales. T'as un livre, c'est le Larousse des plantes médicinales par exemple. Tu as pour la reconnaissance, tu as les livres là chez Delachaux et Niestlé, c'est un éditeur, tu as les livres de François Coupland.
plantes sauvages comestibles et toxiques par exemple. Bon, avec ça, avec 2-3 bouquins, des bouquins d'herboristerie, il y en a plein les rayons, tu arrives à avoir les principes actifs principaux des plantes, c'est très facile de se former, très très facile. Donc oui, c'est un risque, mais chacun peut devenir spécialiste de la spécialité. Il ne faut pas 10 ans pour le devenir. Donc il y a des stages de reconnaissance des plantes sauvages, de connaissance des plantes sauvages et médicinales un peu partout en France. Donc on va en faire un et puis c'est réglé. Bon, c'est mon positionnement. Hein. C'est mon positionnement lié aussi au fait que j'aime énormément les plantes médicinales. J'aime aller les cueillir, j'aime les connaître, j'aime les reconnaître, j'aime les étudier, j'ai une véritable affinité pour elles. Donc, obligatoirement, je ne vais pas leur cracher dessus. Les complexes de plantes avec totem de la plante, parfois 20 fois plus concentrés que la nature, peuvent-ils, par leur concentration, représenter un danger? Donc là, tu parles spécifiquement des mélanges de plantes qui sont produits par régénérescence. Effectivement, ils ont un caractère exceptionnel. C'est qu'on a à la fois le totem de la plante et qu'on a des plantes concentrées, ce qu'on trouve nulle part ailleurs. Hein. D'habitude, c'est soit l'un, soit l'autre. Jamais les deux ensemble, et là on a les deux ensemble. Donc pour moi c'est pour ça que je m'y suis vraiment intéressé, que j'ai donné mon aval et que j'ai choisi vraiment de soutenir ces mélanges, parce que pour moi ils étaient incomparables. Alors tu imagines bien que j'ai quand même mis mon nez là-dedans, et que donc tous les mélanges ont des proportions d'ingrédients. Les plantes qui sont concentrées sont des plantes qui à cette concentration ne représentaient pas de risque de toxicité pour l'organisme. De toute façon, rassure-toi, les plantes sont dosées en principe actif, alcaloïdes, terpènes, je crois que je l'avais marqué quelque part, glycosides, voilà exactement, glycosides, ça me revient, glycosides, bon, je ne l'ai pas là, donc terpènes, alcaloïdes, glycosides et polyphénols, voilà, ça y est, j'ai toujours les 4, ben, les plantes sont dosées. Parce qu'il y a une posologie, il y a une réglementation sur les plantes en France qui est extrêmement draconienne, surtout que nombre de plantes sont passées dans le domaine médical. Elles ne sont plus... Il y a celles qui sont compléments alimentaires, c'est-à-dire que la quantité de principes actifs dedans est relativement limitée. Et puis il y a celles qui sont devenues plantes médicinales pharmaceutiques. Et celles-là, elles sont réservées aux pharmaciens. Donc déjà, les plantes avec lesquelles on va travailler sont des compléments alimentaires, c'est-à-dire que leur concentration en principe actif est moindre. Donc c'est intéressant de les concentrer pour arriver à avoir quand même une efficacité thérapeutique qui soit réelle. Donc non, c'est même pas que je pense pas, c'est que je suis certain que les complexes de plantes avec totem de la plante, parfois 20 fois plus concentrés que nature, ne représentent pas un danger. Au contraire même, ils ont été dosés de manière à représenter une efficacité, contrairement à des mélanges de plantes qui n'auraient pas cette concentration. C'est pour ça que... on va me dire, Thierry, c'est facile, tu fais de la pub. Ben oui, je fais de la pub, mais je veux dire, on peut faire de la pub pour deux choses. On peut faire de la pub tout azimut parce qu'on me file un produit et puis je suis payé pour en faire de la pub sans avoir la moindre connaissance du produit. Ou on peut faire de la pub parce qu'on croit à un produit. J'ai appelé ces produits de tous mes voeux. J'ai demandé, le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je sais fabriquer ça, je lui ai dit, mais attends, mais moi, je vais les promouvoir à fond, parce que j'y crois, parce que c'est ce dont j'ai besoin pour moi, pour mes proches, voilà. Donc oui, j'en fais la pub délibérément, parce que ce sont des produits qui sont juste incomparables et extraordinaires. Donc, après, quand je dis que ce sont des produits qui sont incomparables et extraordinaires, c'est pour des plantes médicinales. C'est-à-dire que je remets l'ordre des priorités. Je dis bien, tu prends un macabé, tu auras beau lui donner tous les fruits et les légumes du monde et toutes les plantes médicinales du monde, il ne va pas ressusciter. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Donc le corps est toujours premier. Et tu ne tireras jamais plus que ce que l'organisme peut donner. Par contre, utiliser des béquilles comme les plantes médicinales peut présenter vraiment un intérêt majeur, surtout pour des corps épuisés. Il n'y a pas si longtemps, donc j'espère que je réponds à ta question, il n'y a pas si longtemps, Norman Walker écrivait qu'on pouvait boire 2 litres de jus de carotte par jour sans problème. Aujourd'hui, nombre d'héritiers de son héritage, dont toi, estiment que 75 centilitres par jour, c'est déjà beaucoup. Ne doit-on pas avancer avec la même prudence avec les plantes médicinales, particulièrement certaines plantes sauvages, souvent autant voire plus riches en principes actifs qu'en principes nutritifs? Alors, Norman Walker écrivait qu'on pouvait boire 2 litres de jus de carotte, je dis qu'on peut toujours boire 2 litres de jus de carotte. Il me semble que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Après, Norman Walker utilisait des centrifugeuses dans lesquelles le niveau d'extraction n'était pas le même. Mais moi, il me semble que ce n'est pas nécessaire. Il me semble que si on prend 75 centilitres de jus, on a largement assez de micronutriments. Et après, je vais te dire une chose. Norman Walker, respect à Norman Walker pour le jus de carotte. Norman Walker, il parlait dans les années 40. Et entre les années 40... les années 40, 50, et maintenant, il s'est passé un véritable cataclysme. C'est-à-dire que l'offensive contre le vivant, qui a été fomentée pendant tout le début du XXe siècle et qui s'est révélée
alors de façon marquante pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'extermination physique des personnes, mais qui s'est mise en place ensuite de façon beaucoup plus larvée avec l'introduction dans notre environnement de poisons majeurs pour le vivant que sont les pesticides, les fongicides, les antibiotiques, hein, et que le fait que ça se soit répandu à l'échelle de la planète tout entière, donc c'est une véritable offensive contre le vivant, a littéralement vidé les organismes. On les a épuisés littéralement. Et effectivement, quand à l'époque de Norman Walker, une personne pouvait boire 2 litres de jus de carotte et l'assimiler correctement, à notre époque, ça fait trop de minéraux pour la personne. Alors c'est pas grave, c'est juste qu'elle ne va pas les assimiler, elle ne va pas arriver à les assimiler. Et c'est pour ça que je pense que plus que jamais, il est important d'y aller doucement, et plus que jamais, il peut être important de soutenir des organismes, parce que les organismes sont épuisés. On est de moins en moins viable, c'est une chose qu'il faut arriver à réaliser. Donc ça, c'est mon propos. Bon, je pense que de toute façon, la question que tu poses là, qui commence cette question-réponse, on va le retrouver de multiples fois. Donc, je vais essayer de l'élaborer un peu plus. En tout cas, je te remercie pour ta question. Rida me pose la question, nettoyer les organes. Croyez-vous que la prise de tisane de plantes médicinales suffise à nettoyer tel ou tel organe? Suffise, non. Participe, oui. Suffise, non. Non, de toute façon, enfin je veux dire, pour nettoyer un organe, il faut laisser le corps le nettoyer. Et pour nettoyer un organe, il faut le mettre au repos. C'est tout simple, hein, si tu veux qu'un organe se nettoie. Parce que si l'organe est utilisé à produire et à métaboliser des produits, eh ben, particulièrement au niveau des organes digestifs, il a peu d'énergie pour se nettoyer. Si tu veux qu'un organe se nettoie, il faut le mettre au repos. Mais tu peux soutenir ce nettoyage, l'activer, voire même le précipiter si nécessité avec des plantes médicinales, des mélanges de plantes médicinales. Je pense au mélange hépato par exemple pour le foie. Le foie se nettoie tout seul à partir du moment où tu te mets en jeûne. Hein. De toute façon, c'est simple, hein, mets-toi en jeûne. Si tu as un problème au niveau du foie, tu vas commencer à cracher de la bile, tu vas voir que ton foie se nettoie. Par contre, si tu le soutiens en plus avec des mélanges de plantes comme celui hépato par exemple que tu trouves sur la boutique, eh bien, il y a toutes les chances que ton foie se nettoie de manière plus efficace et avec moins d'effets secondaires. Donc ça simplifie la tâche. Faut-il faire des pauses lorsqu'on prend des tisanes quotidiennement? Oui, je pense que oui. On a la règle souvent de faire une pause de 1 semaine toutes les 3 semaines. Je trouve que c'est une bonne règle pour éviter quand même que l'organisme rentre en tolérance avec les principes actifs. Alors Claudine me demande, bonjour, j'aimerais savoir si les plantes médicinales donnent des effets secondaires comme les médicaments de la médecine traditionnelle. Quand on fait une cure de plantes, pendant combien de temps doit-on la faire? Alors, pendant combien de temps doit-on la faire? Ça dépend. Ça dépend, c'est évident. Ça dépend de qui, de quoi, de quel organisme, de quelle plante. Donc c'est juste impossible à répondre. Je vous dis, le problème, c'est que on a été indexé sur une science du non-vivant. Et dans la science du non-vivant, on utilise des produits chimiques extrêmement concentrés avec des posologies, puis on te dit, voilà, il faut le prendre pendant tant de jours, à telle dose, exactement tant de pilules. Ça, ce n'est pas la science du vivant. La science du vivant n'est pas prédictible à ce point-là. La science des machines est prédictible à ce point-là. Et il faut vraiment réaliser que la science moderne, y compris de la santé, est une science qui est inspirée du modèle mécaniste, du modèle analytique et qui s'intéresse au système mécanique. Et donc la science du vivant ne fonctionne pas comme ça. Les plantes médicinales ne fonctionnent pas comme ça. Tu prends une plante, tu as un organisme, tu as une interaction qui se passe entre les deux. Et cette interaction, elle est très peu prévisible. Hein, elle se juge in situ. Donc, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Ça dépend ce que tu appelles des effets secondaires. Là encore, hein, je peux élargir et élaborer, mais si les symptômes sont des effets secondaires, il y a des chances que tu aies des symptômes. Le problème, c'est que notre capacité de jugement en termes de santé, notre capacité de jugement tout court, elle est complètement obstruée par l'espèce de voile qu'on a devant les yeux. On a été totalement lobotomisé et nous ne pouvons pas juger. C'est pour ça que partout, moi je me réfère aux évangiles, mais partout il est dit ne jugez pas. Mais ne jugez pas pourquoi? Parce que votre vue est obscurcie, parce que vous avez des lunettes déformantes. Et parce que chaque fois que tu vas avoir des boutons qui vont pousser, on va te dire ah mais il y a des effets secondaires. Mais non, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir des boutons qui poussent parce qu'il y a des effets secondaires et parce qu'il y a une intoxication. Tu peux avoir des boutons qui poussent parce qu'il y a un phénomène de détoxification qui est salutaire pour l'organisme. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires? Il peut y avoir des effets. Oui, c'est même souhaitable. Ça peut être des effets d'intoxication si tu utilises des plantes très fortement chargées en principes actifs et que ton corps ne sait pas métaboliser. Ça peut être des effets de détoxification et d'élimination si tu utilises des plantes en quantité adaptée et que ton corps les reçoit et met en place des mécanismes de nettoyage.
les effets secondaires, les perceptions symptomatiques ne peuvent en aucun cas nous renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de marteler. Et je sais que ça me fait passer pour un frappadingue la plupart du temps, quand des personnes venues de l'extérieur voient ça. Ils te disent, mais attends, mais les symptômes, la maladie, on sait ce que c'est. Non, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Un mal de tête, tu ne sais pas ce que c'est. Un mal de tête peut être quelque chose d'extrêmement défavorable. Ça peut être le signe d'une intoxication. Tu peux avoir mal à la tête parce que tu as été exposé à un rayonnement Wi-Fi, parce que tu as porté ton téléphone portable à l'oreille, parce que tu as pris une biture et tu as bu trop d'alcool. Tu peux avoir des maux de tête par intoxication et tu peux avoir des maux de tête par détoxification. Ça ne te renseigne en aucun cas. Nos sensations nous mentent en permanence. Nos sensations nous mentent en permanence. On ne peut pas se baser sur nos sensations. Alors à la fois tu vas me dire, oui mais Thierry, tu pousses à aller vers ton ressenti. Oui, mais on ne peut pas se fier uniquement à nos sensations. Il faut les moduler avec du savoir. Les sensations pures sans le savoir, elles nous conduisent à la perdition. Regarde, les sensations pures sans le savoir, elles vont te faire manger le pire du pire du pire. Parce que des fabricants ont élaboré des aliments qui sont délibérément ultra attractifs et ultra stimulateurs des centres du plaisir. Donc tu vas dire, mais moi quand je mange un McDo, mes centres du plaisir sont hyper activés, c'est bon, ok. Mais tes sensations te mentent, parce que ce produit-là est absolument dégueulasse. Donc si tu te fies uniquement à tes sensations, ça ne va pas marcher. Si tu te fies uniquement à tes sensations pour juger d'un produit, ça ne va pas marcher. Il faut mettre du savoir là-dedans. Donc, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Oui, non, ça dépend. Et ça dépend quels effets secondaires. Ça dépend ce que tu appelles des effets secondaires. Alors, quand on fait une cure de plantes, pendant combien de temps doit-on la faire? Je dis souvent au moins 3 semaines pour voir des effets intéressants. Wafa me demande, est-ce qu'on peut passer les plantes médicinales dans l'extracteur de jus? Alors, tout dépend lesquelles. Je ne passerai pas des plantes médicinales qui ne sont pas des plantes alimentaires. C'est-à-dire de l'ortie, du plantain, du kénopode, de la mauve. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, je n'irai pas passer de l'achillée millefeuille, du bouillon blanc ou des plantes qui sont délibérément médicinales, non pas alimentaires. Je ne passerai que des plantes alimentaires dans l'extracteur de jus. Si oui, est-ce que la quantité doit être au minimum? Non, je pense que les plantes médicinales, on ne les passe pas. Tu vois, j'irai pas mettre, par exemple, on m'avait déjà posé la question pour mettre de la sauge dans l'extracteur de jus, pas de sauge, parce que ça contient des phytoestrogènes et j'irai pas m'amuser à mettre de la sauge dans l'extracteur de jus. Quelle est la façon optimale de consommer les plantes? Jus, huile essentielle, extrait sec, tisane. Alors c'est très compliqué, ça dépend quelle plante. On va dire que si ce sont des plantes alimentaires, à manger comme ça ou en jus, c'est parfait. Ensuite, les huiles essentielles, moi je suis extrêmement précautionneux avec les huiles essentielles. Parce que là, pour le coup, on est à des concentrations. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que tu as des personnes qui te mettent en garde contre les plantes médicinales en te disant voilà, c'est concentré et ainsi de suite, et qui vont venir utiliser des huiles essentielles qui, elles, pour le coup, sont ultra concentrées. Quand on te parle de concentration à 20 fois avec des huiles essentielles, on est bien au-delà de ça. Et d'après moi, on dépasse largement le cadre alimentaire et respectueux du corps. Donc, pas en huile essentielle. Moi, les huiles essentielles, à part en externe, c'est à manier avec précaution. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est à manier avec extrêmement de précaution, que ça demande vraiment quelqu'un qui ait le savoir et la connaissance. Et par tout un chacun, c'est pas facile à manier. Tisane, oui, oui, tisane. L'extrait sec. Moi, l'extrait sec, pour moi, c'est de loin le meilleur de tout. J'aime pas les extractions alcooliques parce que ça n'extrait que certains principes actifs et en plus, il y a de l'alcool. Les extractions glycérinées, pareil, bon, elles sont très chères et en plus, on n'extrait que certains principes actifs. C'est mieux que l'extraction alcoolique, l'extraction glycérinée. Moi, pour moi, c'est la plante dans son totum et en extrait sec, c'est encore mieux. Charles me demande, est-ce que les plantes médicinales valent le coup pendant les périodes où nous mangeons la nourriture de tout le monde, quand nous sommes invités en vacances ou en famille, comme tu le dis. Je me demandais si les plantes restent une nécessité pendant ces moments-là, ou il est préférable d'attendre que l'on revienne à des périodes où nous sommes chez nous à manger une nourriture plus physiologique. Non, moi je pense que ça dépend lesquelles, mais par exemple, quand tu fais un repas de famille qui est un petit peu chargé, des plantes qui vont soutenir le foie, comme le mélange hépato ou le mélange pure élimination, par exemple, là, bon, on a 2 mélanges. Pour survivre en milieu hostile, entre guillemets, au niveau alimentaire, je pense que c'est vraiment 2 mélanges qui tiennent vraiment la route. Hein, ça va favoriser l'élimination. Je dirais que non, ils sont particulièrement indiqués et qu'au contraire, ça va diminuer l'impact de pratiques qui ne sont pas tout à fait
exemplaires sur le plan nutritionnel, exemplaires par contre sur le plan relationnel, et c'est important aussi de les nourrir. Ça te permet de passer le coup un peu plus facilement. Maria me demande s'il y a un ouvrage de référence sur les plantes médicinales. Il y en a beaucoup. Bonjour, y a-t-il un ouvrage de référence pour apprendre à connaître les plantes sauvages et médicinales? J'ai actuellement les 3 tomes des encyclopédies de Gérard Ducerf, extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Gérard Ducerf, j'ai eu la joie de le rencontrer il y a bien des années, Gérard Ducerf, de participer même à un de ses stages. C'est un gars qui n'est pas hyper médiatisé, mais qui est juste incroyable dans sa connaissance des plantes. Lui, il est particulièrement spécialisé dans l'étude des sols en fonction des plantes bio-indicatrices qui poussent sur le sol. Et il a créé une encyclopédie qui s'appelle l'Encyclopédie des plantes bio-indicatrices. C'est juste bluffant, bluffant. Ça fait partie... en France, on a la chance d'avoir des personnes qui sont vraiment des sommités dans leur domaine, et Gérard en fait partie. Voilà, je ne peux pas dire autrement, mais pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'analyse des sols, la reconnaissance de la qualité des sols en fonction des plantes, l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices de Gérard Ducerf, c'est incontournable. Ça va bien au-delà, il connaît extrêmement bien les plantes médicinales, une référence vivante. Parce qu'on a eu des grands spécialistes des plantes médicinales, mais qui ont disparu. Là, une référence vivante, il donne des stages, il donne des formations, vraiment pour ceux qui ont envie d'élargir leur perspective sur les plantes et sur les écosystèmes, je vous encourage vivement à aller le rencontrer. Le Casin, c'est un livre de plantes médicinales de référence. Ce sont des livres trop gros pour être emportés facilement dans la poche ou dans le sac. Je te dis, il y a un petit Larousse des plantes médicinales, il y a une version de poche qui est très très bien pour emmener. Après, les livres, c'est pas mal. Moi, je vous conseille quand même vivement d'aller plutôt suivre des stages, parce que le savoir intellectuel, c'est bien joli, mais la pratique et la connaissance, c'est bien supérieur. Donc, d'aller faire des stages avec des personnes, il y en a un petit peu partout en France. Vous tapez stage de reconnaissance des plantes sauvages, il y a énormément de passionnés. Moi j'ai eu la chance à un moment de rencontrer quelqu'un à qui je tire mon chapeau, qui s'appelle Moutsi, qui a une association qui s'appelle l'Ortie dans l'Aude, et qui m'a vraiment pris sous son aile à une époque où, bon voilà, j'étais peut-être pas aussi en plus au meilleur de ma forme, ni physique ni psychologique, et qui m'a tout apporté sur les plantes médicinales, qui m'a permis de rencontrer Gérard Ducerf, et des associations comme ça de passionnés comme celle de Moutsi, il y en a partout en France. Des gens qui donnent beaucoup pour transmettre leur passion des plantes médicinales, et il faut aller les rencontrer. Un livre c'est bien, mais franchement la rencontre en direct, parce que rencontrer la plante avec la personne qui aime les plantes, ça change tout. Voilà. Chris me pose une question sur le déclin hormonal. Bonjour Thierry, merci infiniment à toi et à ton équipe pour votre fabuleux travail et toute la passion que vous y déployez. On y déploie de la passion, c'est clair. Je m'intéresse depuis quelque temps aux jeunes pour ses propriétés sur le plan hormonal et ses effets régénérants dont tu fais tant mention à juste titre dans tes vidéos. Toutefois, nombre de plantes de la pharmacopée ayurvédique et naturelle sont reconnues pour leurs propriétés quasi miraculeuses, et je pense notamment au Mucuna pruriens. L'algue clamate aussi pour ses propriétés sur les cellules souches, mais le mucuna semble extrêmement puissant. Je suis sportif, persuadé que le vieillissement est le résultat du déclin hormonal, oui en grande partie, et le mucuna semble être une bonne option pour la testostérone, l'hormone de croissance et autres hormones. Qu'en penses-tu? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que le Mucuna pruriens fait partie de ces plantes dites adaptogènes. C'en est une parmi tant d'autres. Je sais qu'il y a... Alors après, il faut se méfier vraiment des effets de mode. Nombre de plantes ont des principes actifs qui sont relativement similaires. Donc dans le Mucuna pruriens, on a trouvé en plus un principe actif qu'on appelle la L-dopa, qui est un précurseur de la dopamine. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup focalisé sur le Mucuna pruriens dans le cadre de la prévention de la maladie de Parkinson. Entre fantasme et réalité, je ne pense pas que le mucuna suffise à lui-même à renverser une situation. De toute façon, ça ne sera qu'une béquille temporaire. Les plantes adaptogènes sont essentielles pour soutenir le fonctionnement du système hormonal, mais il y a le mucuna, il y a l'ashwagandha, qu'on appelle la Vitania somnifera, qui est une plante pareille ayurvédique qui est excellente. Il y a une autre plante qu'on appelle Eleutherocoque. Il y a la racine de réglisse aussi, qui est excellente pour ça. Il y a l'ortie aussi globalement, qui est une plante fabuleuse, qui est disponible, qui est locale. Tu as le maca aussi, qui est une plante adaptogène. Enfin, tu as là de nombreuses plantes adaptogènes. L'astragale, excellente plante adaptogène. J'ai pas de préféré. C'est à chacun vraiment, je te dis, les plantes médicinales, c'est une histoire d'affinité.
chacun va avoir une affinité avec des plantes particulières. Moi, je suis un fanat, par exemple, de l'astragale. J'aime énormément l'astragale. L'astragale et l'ashwagandha. J'ai consommé l'ashwagandha en prenant des cuillères en entier. Et ça a soutenu, ça a participé à ma reconstruction physique à un moment où c'était absolument nécessaire. Je ne focaliserai pas. Il y a des effets de mode qui sont indéniables. Je ne focaliserai pas sur le mucuna pruriens. Je pense, moi, d'ailleurs, à titre personnel, je suis beaucoup plus enclin à m'orienter vers des des mélanges et des complexes de plantes médicinales, parce que chaque organisme va réagir de manière différente. Si tu parles de déclin hormonal et de renforcement physique aussi, moi il y en a une qui est incontournable, par exemple, c'est le Tribulus terrestris, qui d'après moi est beaucoup plus adapté, beaucoup plus spécifique que le mucuna pruriens. Donc moi ce que j'aime, c'est utiliser des mélanges, Tribulus, ashwagandha, mucuna, astragale, eleutérocoque. Et dans ce mélange, ton corps va venir puiser ce dont il a besoin, parce qu'au final c'est ça, ton corps puise les éléments, les principes actifs dont il a besoin. C'est quand même lui qui fait son marché sur ce que tu lui proposes. C'est pour ça que souvent des personnes me disent, oui, les plantes médicinales, elles vont trop faire sur le corps et tout. Il faut bien penser que le corps se saisit des principes actifs, et s'il doit les éliminer, il les élimine. Faut pas prendre. C'est amusant parce que souvent on donne une intelligence au corps et puis à certains moments on lui enlève toute intelligence. C'est-à-dire on dit ah ben le corps est intelligent, il se guérit lui-même et ainsi de suite. Par contre, à un moment on va dire ah mais les plantes médicinales elles vont trop pousser le corps. Attends mais soit il est intelligent, soit il ne l'est pas. Il est intelligent. Il se sert des principes actifs. Et à titre personnel, d'ailleurs il y a un mélange par exemple qui est présent sur la boutique qui s'appelle Andro 1, qui est un mélange anabolique. Qui a tendance à favoriser la prise de masse, le développement et donc le soutien du système hormonal, et spécialement pour les sportifs. Et ce mélange Andro 1, eh bien, il est issu de mes expériences personnelles. Moi, j'avais des tas de boîtes de plantes, puis je faisais mes petits mélanges et j'ai essayé de trouver quelles sont les plantes qui étaient vraiment avec le spectre le plus large pour soutenir le système endocrinien, particulièrement la production de l'hormone de croissance, la production de testostérone et autres hormones anaboliques. Donc voilà, moi je crois plus au mélange de plantes. Le mélange Andro 1 par exemple est excellent pour ça. En savoir aussi que le jeûne intermittent en particulier, est certainement le meilleur moyen de renforcer le système hormonal en faisant quoi? En le mettant au repos. Et si tu fais jeûne intermittent plus plantes qui vont être adaptogènes, et bien là tu as tout bon. Et tu vas voir que l'effet va être juste fabuleux. Cécile me pose une question sur les plantes pour favoriser le sommeil. Bonjour, merci pour vos vidéos. Souffrant de réveil nocturne depuis mon adolescence, je désirerais savoir quelles plantes je pourrais prendre pour avoir de meilleures nuits et un sommeil plus réparateur. J'ai essayé la mélatonine sans résultat. J'ai un régime sans sucre, ni laitage, ni gluten et avec beaucoup de cru. Il est crémeux ce jus. Top. Alors, toujours pareil. Une cause peut amener à de multiples symptômes. Un symptôme peut avoir de multiples causes. C'est impossible. Ce que je veux dire, le réveil nocturne n'est pas le problème. Si tu vas voir quelqu'un de la médecine classique ou quelqu'un qui a une visée symptomatique, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a, je ne vais pas citer son nom, mais il se reconnaîtra, qui m'a interpellé plusieurs fois parce que je casse du sucre sur les dos de naturopathes. Hein, Jean-Marie, tu as raison. Tu m'as interpellé, tu m'as dit non mais attends, il ne faudrait pas. Alors, je vais casser le sucre sur les personnes qui sont symptomatologues. Et les symptomatologues, il y en a autant chez les médecins que chez les naturopathes. C'est pour ça que souvent je casse du sucre sur le dos des naturopathes, parce que nombre de naturopathes sont des symptomatologues. C'est-à-dire qu'ils voient un symptôme, il faut le détruire le symptôme. Tu te réveilles la nuit, il faut t'endormir. Mais c'est pas compliqué de t'endormir. Un coup de batte de baseball et t'es endormi. Tu vas tomber dans les pommes. S'il s'agit d'endormir la personne, un bon coup de gnôle et c'est réglé. C'est pas ça le problème. Endormir quelqu'un, tu le shootes, tu le sédates, c'est ce qu'on fait en permanence, c'est pas ça le problème. Le problème c'est de comprendre quelle est la cause sous-jacente, et là on sort du terrain symptomatologique et on rentre dans l'étude de terrain. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'approche globale, holistique du corps, hygiéniste du corps, et c'est vrai qu'il y a des naturopathes qui respectent ça. Ils ne sont pas nombreux quand même, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a, c'est vrai. Donc voilà, je vais arrêter de leur casser du sucre sur le dos, si de temps en temps, pour les énerver, pour les titiller un petit peu et les pousser à être encore moins symptomatologues. Donc les réveils nocturnes, ils peuvent être liés à de multiples causes. Je vais te les citer
de mémoire. Attends, j'arrête, je viens juste d'en prendre du jus. On va dire que j'arrête pas de taper la bouteille. Je vais te les citer de mémoire. Si c'est des réveils nocturnes en cours de nuit, ça peut être lié à des hypoglycémies fréquents. Personne ne se réveille. Pourquoi? Parce que au cours de la nuit, elle commence à consommer les réserves de sucre qui sont dans le sang. Là, normalement, il doit y avoir la libération d'une hormone qu'on appelle le cortisol, et qui va venir mobiliser les réserves graisseuses du corps et les réserves de glycogène du corps pour pouvoir les utiliser. Si les personnes sont épuisées, leur capacité adaptative est diminuée. Et comme leur capacité adaptative est diminuée, elles vont avoir du mal à s'adapter à la diminution de sucre dans le sang. Capacité adaptative diminuée. Donc à ce moment-là, les personnes se réveillent et c'est un mécanisme normal du corps. Hein. C'est normal de se réveiller parce que tu es en hypoglycémie. Si à ce moment-là on te sédate, eh bien on va entraver un mécanisme normal. Tu es en hypoglycémie, tu te réveilles pour aller chercher de la nourriture. Le problème, c'est de répondre à cette hypoglycémie. Hypoglycémie égale épuisement. Ce sont des personnes qui sont épuisées. Donc je te renvoie vers mes vidéos sur l'épuisement. Il va falloir répondre à cette situation de l'épuisement. Sur le plan des plantes médicinales, les plantes adaptogènes vont beaucoup aider. Après, il y a un remède symptomatique qui va être mieux qu'un somnifère. J'en ai déjà parlé. Tu mets à côté de ton lit, juste à côté de ta table de chevet, un petit mélange contenant un peu de miel, un peu de beurre ou de graisse de coco, beurre cru si tu as, une matière grasse, et une petite pointe de sel. Comme ça, tu as quelque chose qui est global au niveau. Tu as un petit peu d'acide gras, un petit peu de sucre, et un petit peu de sodium, si la balance, c'est la balance sodium-potassium qui est déséquilibrée. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le mets ton petit pot à côté de toi la nuit. Tu mets moitié-moitié, miel, graisse de coco, miel, beurre, voilà, et une petite pointe de sel. Et la nuit, si tu te réveilles en cours de nuit, surtout tu n'allumes pas la lumière. Si tu allumes la lumière, ta production, ta glande pinéale va être complètement perturbée. Là, tu envoies à ton corps le message, il fait jour. Donc là, surtout pas, tu n'allumes pas la lumière. Délicatement, tu commences à attraper le petit pot et tu en mets un petit point sur ton doigt du mélange et tu te le mets sur la langue. Il ne s'agit pas en pleine nuit de se lever, de se mettre son bavoir, la lampe frontale, la cuillère et la fourchette et de commencer à manger son bol de miel beurre. C'est pas question. C'est juste un petit point sur la langue. Si c'est des hypoglycémies, tu vas repartir immédiatement dans le sommeil. Ensuite, le sommeil peut être entravé par un état inflammatoire global de tout l'organisme. Je te renvoie vers une vidéo sur l'insomnie. À ce moment-là, il faut désenflammer, ça veut dire éliminer. Ça va passer par des pratiques de jeûne, de changement alimentaire et de favoriser la sortie des produits par les émonctoires. Le mélange pure-élimination, des choses comme ça peuvent aider, les lavements, les drainages et ainsi de suite. Ça peut être lié à des perturbations électromagnétiques dans ton environnement, trop de champs électriques, la Wi-Fi, le téléphone, l'ordinateur, les réseaux électriques. Ça peut être lié à un air trop chaud dans ta pièce. Ça peut être lié à de l'anxiété. Ça peut être lié à tellement de causes que c'est impossible de te répondre dans l'absolu. Globalement, on va dire quand même que nombre de personnes dorment de moins en moins bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont épuisées, stressées et enflammées. Et à ce moment-là, c'est pas avec une petite pilule de mélatonine qu'on va résoudre ça. C'est avec une réforme profonde du mode de vie. Voilà. Marie-Claude me demande, plantes à éviter ou à favoriser pour les femmes enceintes. Lesquelles sont à proscrire lorsqu'elle est enceinte? Pour augmenter la production laiteuse à l'allaitement, aider à la bonne énergie à inclure dans les jus verts. Alors, les plantes médicinales, lorsqu'on est enceinte, moi j'ai tendance à recommander aucune. Aucune. On laisse ce corps se débrouiller. Et en plus, très peu de personnes te prescriront ça parce qu'il y a une telle anxiété à l'idée qu'il y ait le moindre problème pendant le temps que la femme est enceinte, que s'il y a le moindre problème, on va accuser les plantes médicinales. Donc, on n'accuse pas la cigarette, l'alcool, on n'accuse pas les téléphones portables, on n'accuse pas le stress au travail, on n'accuse pas tout ça. Non, les plantes médicinales, si elle a perdu son bébé, c'est à cause des plantes médicinales. C'est œillère. Mais bon, ceci étant dit, quand on est enceinte, je n'en utilise pas. Pour augmenter la production de lait, il y a des plantes simples comme le fenouil par exemple qui est extrêmement galactogène. Je n'ai pas toute la liste en tête. Tu tapes plantes galactogènes. Si tu n'as pas une montée de lait suffisante, tu peux utiliser ce genre de plantes-là. Tu regardes celles qui sont alimentaires et à ce moment-là, tu peux les passer dans le jus. Le fenouil en est une extraordinaire. Fanny me pose la question sur la prise des plantes médicinales chez les enfants. Est-ce que les petits-enfants peuvent prendre des plantes médicinales? Absolument. Est-ce qu'il y a des mesures, indications, contre-indications? Oui, des mesures, oui. Il faut diminuer sacrément les doses. Moi, je divise souvent... Alors, j'ai du mal à donner des plantes médicinales à des enfants de moins de 3 ans. Pour moi, les enfants de moins de 3 ans, ils devraient consommer le lait de leur mère, c'est tout, point barre, et rien d'autre. Et rien d'autre dans l'absolu.
On en est loin dans notre société. Hein. Déjà, s'ils ont 1 mois de lait maternel, c'est déjà bien joli. Mais normalement, pendant 3 ans, l'essentiel de leur alimentation, c'est le lait maternel, plus diversification de ci, de là, ils croquent quelques trucs. Mais voilà, jusqu'à 3 ans, ils tètent. Et après 3 ans, on peut leur donner des plantes médicinales. Souvent, j'ai tendance à diviser la dose par 3 par rapport à la dose adulte, entre 3 et 8-9 ans. Je divise la dose par 2 entre 8-9 ans et 14-15 ans. Et puis à partir de 15 ans, la dose adulte, à peu près. Par rapport aux posologies qui sont indiquées. Alors, Jessica et Sacha me posent une question sur le cannabis. Le cannabis. Question polémique, danger. La plante démoniaque. Bonjour Thierry, que pensez du cannabis? Ah, c'est bon, hein. Alors, que pensez du cannabis? Il existe maintenant une forme légalisée en Suisse, réduite en THC, appelée CBD. En fait, ce n'est pas une forme réduite en THC, c'est qu'il y a des principes actifs. Il y a plus de 60 différents cannabinoïdes dans le cannabis, de mémoire. Et le THC est un principe actif, le CBD en est un autre. Le THC a des actions psychotropes sur le cerveau, alors que le CBD n'en a pas. Que l'on retrouve en feuilles ou sous forme liquide. Je me posais la question de son utilité pour la détente et contre les douleurs. Bon ou pas bon? Une personne de mon entourage souffre atrocement dans son corps et cherche un moyen d'être soulagée. Sacha me dit « Salut Thierry, peux-tu nous parler du cannabis? Endommage-t-il vraiment le cerveau, surtout pendant l'adolescence? Quel crédit accordes-tu au cannabis? Quel est son potentiel médicinal? Il paraît que la synergie entre le THC et le CBD multiplie le potentiel thérapeutique. » Alors, bon déjà, le cannabis sativa, c'est une plante, alors c'est assez amusant parce que ça fait partie des plantes qui sont diabolisées par une bonne partie de l'intelligentsia et des bonnes gens. Cannabis, c'est le truc du diable, absolument. Et puis à l'inverse, ceux qui n'ont pas mordu à l'hameçon de la bien-pensance, eux par contre, ils en font une plante magique, une plante de voyage et ainsi de suite. C'est une plante psychotrope. C'est une plante psychotrope et il suffit d'aller regarder, d'aller taper sur internet quelques études assez larges randomisées pour se rendre compte que c'est une plante psychotrope qui n'est pas anodine pour le cerveau, effectivement. C'est une plante qui, en utilisation à moyen et à long terme, a un effet extrêmement négatif sur la mémoire, sur la clairvoyance et sur l'intelligence globalement des individus. C'est pas compliqué. C'est vu et revu, ça a été étudié de multiples fois, donc ça, de ce côté-là, ça ne souffre pas de discussion. Ouais, ça a un effet négatif, le cannabis, ce n'est pas anodin. Alors d'un côté, je te dis on le diabolise, puis de l'autre côté, on te dit c'est anodin. Non, c'est pas anodin du tout. Par contre, il est certain que le cannabis qui est diabolisé est pour moi certainement moins dangereux que le tabac qui est vendu en cigarette actuellement. Parce qu'en plus, il y a tous les additifs qui sont à l'intérieur, donc c'est une véritable catastrophe. Mais c'est pas parce qu'il est moins dangereux qu'il est bon. Pour moi, ce sont des substances psychotropes, psychoactives, des substances psychoactives qui ne sont pas dénuées d'effets secondaires et surtout qui sont un leurre d'une certaine manière. Parce que pourquoi est-ce qu'on les consomme? On les consomme pour être plus détendu, plus cool, plus relax. Et pourquoi est-ce que tu les consommes pour être plus cool, plus relax? Parce que tu n'es pas cool et tu n'es pas relax. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas cool et tu n'es pas relax? Parce que tu as un mode de vie qui ne te convient pas, parce que tu n'es pas dans un cadre de vie dans lequel tu peux t'exprimer et t'épanouir, et c'est ça le problème. Et ce n'est pas en consommant du cannabis que tu vas changer la situation. Alors ensuite, tu me poses la question par rapport au THC ou le CBD. Alors, c'est le grand, comme diraient les Américains, craze en ce moment sur le CBD en particulier, sur la réduction des douleurs. Pourquoi pas? Le problème, c'est que les compléments à base de CBD, soit ils sont accessibles au niveau financier et ils sont très faiblement dosés, très faiblement dosés, soit ils ne sont pas accessibles sur le plan financier et ils sont correctement dosés. Tu vois, quand tu commences à avoir 15-16% de CBD, voire 22-23% par exemple de CBD, là ça devient vraiment du gros, du costaud, mais en même temps les prix sont prohibitifs, vraiment prohibitifs. Ça va être 400-500 € la petite seringue de quelques millilitres. Bon, tu en consommes une pointe comme ça, mais voilà, les prix sont prohibitifs parce que le cannabis en lui-même est très cher. Je me souviens moi avoir produit de l'huile de cannabis selon les principes de Rick Simpson, qui est un Canadien qui a mis au point un process pour faire de l'huile de cannabis pour traiter les patients cancéreux. Alors là, en utilisant à la fois le THC et le CBD, pour faire 2-3 petites seringues de mélange d'huile de Rick Simpson, il faut 1 kilo de feuilles de cannabis. Au prix où tu vas les trouver sur le marché actuellement, 1 kilo, tu vas le négocier à 6-7 000 €. Donc tu vois tout de suite, tu comprends que ça soit extrêmement cher. Le cannabis est très cher. Pour avoir des principes actifs, c'est extrêmement cher. Alors, endommage-t-il vraiment le cerveau? Oui.
Est-ce que tu as une personne de ton entourage qui souffre atrocement dans son corps et cherche un moyen d'être soulagé? Je vais te dire, le CBD peut soulager, sauf que pour avoir des dosages thérapeutiques, il faut banquer énormément, ça va coûter très très cher. Et non, on a un moyen tellement plus efficace, tellement moins onéreux et tellement plus simple. C'est quoi? S'arrêter. Je ne connais pas meilleur antalgique que le jeûne. Quand tu jeûnes, tu n'as plus mal. Mais si c'est un coup, ça ne suffit pas, tu jeûnes 2 coups, 3 coups, des 3-4 jours de jeûne et tu vas voir qu'au niveau douleur, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis souvent, même pour les gens qui sont en fin de vie, en traitement palliatif, on les gave d'opiacés, de morphiniques et ainsi de suite. Mais faites-les jeûner. Faites-les jeûner, parce que là, actuellement, les gens, ils ne sont même plus présents à leur fin de vie. Ils partent en étant shootés, littéralement. Alors, c'est certain qu'il y a une diabolisation du cannabis et qu'à côté de ça, on donne des opiacés, en veux-tu, en voilà, dans tous les médicaments. Donc ça, c'est un scandale, c'est un véritable scandale. Mais ni l'un ni l'autre ne sont à valoriser. Ce sont des produits qui sont psychotropes. Les substances psychoactives sont toxiques pour l'organisme. Et même, bon, moi je te parlais de l'huile de Rick Simpson, donc l'huile qui contient du THC et du CBD, donc c'est un concentré, globalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend les feuilles de cannabis, il y a de la résine sous les feuilles, on les dilue avec un alcool à 99%, une fois qu'on a dilué l'alcool à 99%, eh bien, on évapore l'alcool, comme ça il ne nous reste plus que la résine en tant que telle, qui a été dissoute par l'alcool, et après on fait un processus qu'on appelle la décarboxylation, c'est-à-dire qu'on chauffe le mélange à au moins 120 degrés, pour transformer le THCA, l'acide tétrahydrocannabinoïde, en THC, qui est le principe activé de la plante. Bon, mais, je veux dire, même quand on fait ça, donc pour traiter le cancer, c'est extrêmement efficace, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte que nombre de cellules cancéreuses avaient énormément de récepteurs aux cannabinoïdes présents à la surface de la cellule, et que si on envoyait des cannabinoïdes là-dessus, ça activait la lyse cellulaire, c'est-à-dire la destruction des cellules. Le corps produit ses propres cannabinoïdes. C'est-à-dire que le cannabis, en même temps, je suis sous cannabis actuellement. Tu es sous cannabis actuellement. Tu dis, non, j'ai jamais touché un pétard. Mais je sais bien, mais tu es sous cannabis. Parce que ton corps produit des cannabinoïdes, naturellement. Il y a le système qu'on appelle le système endocannabinoïde dans le corps, avec des récepteurs aux cannabinoïdes, et le corps en produit en quantité adéquate. Stimuler ça par un apport extrêmement massif de cannabinoïdes, dans certains cas vitaux, ça peut avoir son intérêt, mais là on tombe dans la médicamentation avec des effets secondaires qui ne sont pas nuls. Après, je peux quand même témoigner, c'est là où la notion de plante médicinale, je peux quand même témoigner, moi, pour une amie qui était allée très loin, c'est-à-dire qu'elle avait eu plusieurs chimiothérapies, coup sur coup, partie d'un petit cancer banal, elle se termine après 3 chimiothérapies en soins palliatifs, en lui disant on ne peut plus rien pour vous, allez crever. Et à ce moment-là, on a tenté le tout pour le tout, avec du jeûne et un traitement avec de l'huile de cannabis, et on a eu des effets fabuleux. Vraiment fabuleux. La lyse cellulaire a vraiment eu lieu. Le problème, c'est que le foie n'a pas tenu, et c'est le problème chez la plupart des patients cancéreux. Le foie n'a pas tenu, parce qu'il y avait trop de détoxification à faire. Le foie n'a pas tenu, mais malgré ça, j'ai pu constater les effets. Donc, ni plante diabolique, ni plante miracle. Pour qu'elle soit active, souvent, il faut extrêmement la concentrer, donc ça va coûter extrêmement cher. C'est une plante psychoactive qui a des effets sur la mémoire, sur la coordination, sur la clarté mentale qui sont indéniables, surtout qu'utilisée à long terme. Donc, l'usage récréationnel, alors toujours pareil, il faut se demander pourquoi est-ce que tu vas consommer du cannabis de façon récréationnelle. Pourquoi est-ce que tu as besoin de décoller? Si tu as besoin de décoller, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta vie, c'est que tu n'es pas heureux dans ta vie. Je veux dire, il n'y a pas besoin de décoller si on est bien dans sa vie. Il n'y a pas besoin de décoller si tu as la maîtrise de toi. Moi, les gens qui disent « Ah, moi j'ai la maîtrise de moi » et qui consomment du cannabis, je dis « C'est pipeau. C'est pipeau. Si tu as la maîtrise de toi, si tu n'es pas bouffé par la colère, tu n'as pas besoin de cannabis. C'est tout simple. Et comment tu te sens quand tu ne prends pas de cannabis? Comment tu réagis quand tu ne prends pas de cannabis? Si tu veux savoir, essaye. Essaye un temps, tu vas voir qui tu es vraiment. Et le cannabis te masque tout ça. Donc, je pense que ce n'est pas une plante magique, je pense que ce n'est pas une plante diabolique, je pense que c'est une plante médicinale qui peut être antalgique, mais à des doses qui souvent la rendent productive en termes du coût. Ou alors il faut cultiver toi-même. Voilà. On va faire un cours sur la culture du cannabis, indoor. Ensuite, Rudy qui me pose une question sur la moringa, Moringa oleifera. Bonjour, peux-tu parler du moringa et expliquer comment le consommer cru, s'il te plaît? Alors, où est-ce que je peux parler? Vous avez Internet, tu tapes sur Google, Moringa oleifera. Ce n'est pas une façon de me dédouaner, mais bon, voilà, tout le monde peut aller regarder. C'est une plante qui a des feuilles extrêmement riches en protéines en particulier, qui est très cultivée au Sénégal. Bonne pensée pour les amis du Sénégal. On a consommé beaucoup de moringa là-bas.
Elle pousse aussi sous nos latitudes, tu peux cultiver le moringa. Voilà, ça fait partie des plantes médicinales extrêmement riches en principes actifs. Beaucoup d'alcaloïdes dans le moringa. Mathieu me demande, fonctionnement des plantes. Fonctionnent-elles toutes? Attends, petite recharge. Fonctionnent-elles toutes en irritant l'organe visé à un point que l'organisme est obligé de procéder à un nettoyage? Exemple, le romarin pour le foie. Ou y a-t-il des fonctionnements différents selon les plantes? Sinon, est-ce que le fatigué chronique que je suis devrait plutôt s'en éloigner? Enfin, peut-on et comment prendre les mélanges de plantes régénères qu'on n'a jamais su avaler un cachet? Ah, autant de questions. Alors, fonctionnement des plantes, je te dis globalement, principe actif. Principe actif, tu en as les alcaloïdes, les terpènes, les polyphénols et les glycosides. Les glycosides sont plutôt des agents qui vont avoir une action laxative sur le corps. Les terpènes et les alcaloïdes sont plutôt de type astringent. Ça va amener à une circulation des fluides, ça va activer la circulation des fluides dans le corps. Les alcaloïdes amènent souvent à un gros nettoyage de l'organe. Alors tu parles d'irriter l'organe d'une certaine manière. Moi, irriter, le terme, bon, il vaut ce qu'il vaut. Il est quand même connoté idéologiquement, c'est négatif l'irritation. Donc je vais dire qu'il va stimuler. Alors, cette notion de stimulation, on va dire oui, mais alors il ne faut pas stimuler. Le problème, c'est qu'il ne faut pas stimuler à moins que ton organe il ne réagisse plus du tout. Et si ton organe ne réagit plus du tout, comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux? C'est-à-dire que tu es tellement épuisé que ton organe ne répond plus, ton organe ne répond plus, donc il s'intoxique, et donc il ne répond plus, et puis ainsi de suite. Donc dans ce cadre-là, moi j'ai trouvé que les plantes médicinales en particulier avaient une action extrêmement favorable parce qu'elles permettaient de relancer des organes qui ne fonctionnent pas. Je pense au foie, je pense aux reins, je pense aux intestins par exemple. Donc est-ce que le fatigué chronique devrait plutôt s'en éloigner? Je pense au contraire. Je pense qu'au contraire que plus on est fatigué, plus il y a un moment où l'homéostasie corporelle qui se base sur le système endocrinien et sur le système nerveux n'a plus la ressource, elle n'a plus la patate. Et à ce moment-là, ça va valoir vraiment le coup de le soutenir parce que sinon on est bloqué dans un cercle vicieux dans lequel plus rien ne bouge. C'est un dessin que je fais souvent en cours. À propos de cours d'ailleurs, je vous le dis, je sais qu'on a beaucoup d'écrits pour dire les gens voilà le stage est plein fin août et ainsi de suite. Je sais qu'il est plein fin août. Le stage sur le bateau aussi se remplit rapidement. Donc pour cette année c'est bouclé. Pour l'année prochaine on va essayer au moins d'en faire 2 voire 3 tout public on va dire. Non pas que le bateau soit tout public mais le budget est supérieur à ce que l'on fait d'habitude. On va essayer d'en faire 2 voire 3 tout public. On a déjà un lieu aussi très sympa au bord de la mer en prévision. Donc on va essayer de mixer les lieux. Vous allez voir le Val de Consolation, c'est magnifique, très naturel, très en pleine forêt. On va essayer de trouver aussi des endroits au bord de la mer pour faire ça. Mais on va en faire un peu plus. Mais enfin bon, dans les cours, je montre comme ça, je fais un tableau un moment et je montre comment finalement les différents états du système nerveux de l'individu déterminent la réponse symptomatique et la réponse aussi à la régénération. C'est-à-dire que tu as l'état avant la chronicité, dans lequel le corps a encore pas mal la pêche au niveau nerveux, il fait des symptômes, il réagit très fort et il a, si tu veux, il va pas bien tant que tu lui imposes une toxicité venue de l'extérieur ou venue de l'intérieur, il va pas bien. Si tu arrêtes, il y a suffisamment d'énergie nerveuse pour qu'avec la l'homéostasie, tout remonte. Le corps élimine, il élimine les déchets, un petit temps de régulation, c'est-à-dire tu as des déchets qui arrivent de l'extérieur ou de l'intérieur par le stress, d'accord? Tu vas pas bien, tu fonctionnes pas à ton optimum. Là, tu arrêtes d'avoir cet apport de déchets pendant, allez, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, ça va être... ça va sortir dans tous les sens, ça va cracher, ça va tousser, ça va moucher, tu vas avoir une grosse crise d'élimination. Et après ça, tout ira très bien. Il y avait l'énergie nerveuse, le corps s'est dépatouillé de lui-même, no problème. Et après de l'autre côté, tu as ceux qui commencent à être fatigués, qui passent du côté de la chronicité. La chronicité, tu auras beau enlever les éléments empoisonnants, le corps il ne va pas vraiment réagir. Il va y avoir un peu de mieux, mais pas plus. Et là, les plantes médicinales sont juste fabuleuses parce que par ces alcaloïdes, ces terpènes, ces polyphénols, ces glycosides, eh bien, ils vont venir stimuler, aider, soutenir, offrir une béquille à un organisme qui est épuisé. Alors je sais très bien que les tenants de la religion hygiéniste vont te dire il ne faut jamais aider le corps. Petit Jedi, jamais tu dois aider le corps. Oui, mais moi je lui répondrai jamais tu ne dois apporter pas de soins à ton voisin.
C'est-à-dire que quand le corps est épuisé, quand la personne elle ne réagit pas, quand rien ne bouge, on fait quoi? On lui dit ah ben désolé, dans la théorie hygiéniste, bah, ça va rester comme ça. Ben non, moi je ne lui dis pas ça. Pour moi, le principe de soin, c'est savoir les tenants et aboutissants, les conséquences aussi, un rapport coût et bénéfice que va être l'utilisation de n'importe quelle plante pour une personne. Donc plus une personne est fatiguée, plus je pense qu'elle va avoir intérêt à prendre des plantes médicinales pour soutenir ses fonctions. Au moins hépatiques, rénales, éliminatives. C'est pour ça souvent je dis voilà, pure élimination, réno 1, lympho 1 ou 2, intestinal, là au moins vous en faites une bonne cure, déjà ça va relancer un peu le système. Comment prendre les mélanges de plantes régénères quand on n'a jamais su avaler un cachet? Déjà, toi tu dois être belge. T'as vu ça? Diagnostic, où je vois, j'imagine que tu es belge. Parce qu'on n'a jamais su avaler un cachet, ça c'est très belge comme expression, j'aime beaucoup. Alors comment? Bon, tu peux les ouvrir, hein. tu ouvres les gélules et tu peux les avaler comme ça. Après, ça nous donne quand même quelques indications, au-delà du fait que tu es belge, ou potentiellement belge. Ne pas arriver à déglutir et avaler des cachets, ça indique, alors après là, tu vas me dire, je dépasse le cadre de ce truc-là, mais je te donne les infos comme ça, et puis après tu en fais ce que tu veux. Ça indique souvent un défaut de fonctionnement au niveau du nerf vague. La déglutition, le principe de déglutition est gouverné par le nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf qui lie les intestins au cerveau. Tu as peut-être des problèmes avec le réflexe vomitif aussi, soit des vomissements intempestifs, soit une incapacité à vomir ou une aversion pour le fait de vomir. Alors que je ne te parle pas, quand on parle d'aversion, tout le monde va dire « moi j'aime pas vomir ». Non, mais il y a une différence entre ne pas vomir et avoir une angoisse à l'idée de vomir. Bon, tous ces phénomènes-là, c'est lié à un défaut de fonctionnement du nerf vague. Et dans ce cas-là, ça veut dire sphère intestinale qui est souvent bien encombrée, qui est structurellement parlant un peu faiblarde. Donc je t'envoie ça comme info, mais moi j'irai bien nettoyer au niveau intestinal. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Mathieu. Sacha me demande, salut, j'ai un stock de plantes sèches. Dans l'optique de limiter les quantités d'eau, comment concentrer le mélange? Les nouveaux mélanges de régénérescence sont top pour ça, mais je doute pouvoir réaliser le même type d'extraction chez moi. C'est certain, tu ne pourras pas réaliser le même type d'extraction. Le broyage en poudre semble une bonne idée. J'ai entendu parler de teinture, quelles sont les pistes à creuser? Alors si tu dois broyer pour garder en poudre, je te conseillerais de le faire au fur et à mesure de la consommation. Parce que quand tu broies, il y a une oxydation qui se fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que les nouveaux mélanges sont aussi en gélule pour limiter le risque d'oxydation. Parce que les poudres qui seraient trop longtemps exposées à l'oxygène de l'air, eh bien ils s'oxydent. Donc autant garder les plantes dans leur intégralité et tu les broies au dernier moment en fonction de ton utilisation. Le broyage en poudre semble une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée pour faire des plantes à la maison. Elles ne seront pas concentrées. Ce n'est pas possible de les concentrer chez soi simplement à la maison. Mais par contre, tu auras des plantes de l'ortie, de la prêle, ainsi de suite. Ça va très bien marcher. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc tu les stockes en plantes entières et tu les broies au fur et à mesure. Et si tu voulais vraiment optimiser le truc, mais bon après au niveau technologie, tu les mets sous vide par exemple. Tu les mets sous vide dans des poches sous vide au frais. Tu les fais sécher, tu les mets dans les poches sous vide au frais. Là, au niveau optimisation, c'est top. Laure me demande, il y en a beaucoup de questions. Je ne sais pas dans quoi je me suis lancé là. Je vais être quelle heure il est. 28, 30. Et là j'en suis à la 16e. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on continue un petit peu. Quelle plante passer en jus? Bonjour Thierry. Voici les plantes que je passe régulièrement en jus. Ortie, pissenlit, gaillet, gratteron, mauve, kénopode blanc, plantain, chardon-marie. Y en a-t-il d'autres qu'on pourrait utiliser pour les jus, donc en quantité assez importante parmi celles qui poussent en France? À part le pissenlit, je vois pas trop. La mauve aussi. Tu la mets pas? Si, tu l'as mis. Par exemple, peut-on utiliser le trèfle? Oui, on peut utiliser le trèfle. Attention quand même parce qu'il contient pas mal d'acide oxalique qui peut être un petit peu irritant comme l'épinard. Il faudrait pas. Alors de toute façon, règle générale, quand tu fais des jus avec des plantes vertes, varie sans cesse.
pour moi c'est la première règle, c'est varier sans cesse les plantes que tu vas utiliser dedans pour éviter l'accumulation de principes actifs, parce que toutes les plantes vertes, en fait toutes les plantes vertes sont médicinales quelque part. Hein. Toutes les plantes vertes contiennent des alcaloïdes, des terpènes, des polyphénols, des glycosides. Bon après la salade toute palote qui a poussé, la salade iceberg toute palote qui a poussé Glavedo, bon elle va pas contenir beaucoup d'alcaloïdes. En fait, dès que tu commences à avoir des plantes dites sauvages, là, tu vas avoir des alcaloïdes. Donc, varie sans cesse. Le trèfle, on peut l'utiliser. Ouais, le trèfle, on peut l'utiliser. Tu peux même utiliser l'herbe des champs, comme ça. Hein. La chlorophylle que tu vas avoir dedans, tu peux l'utiliser. Globalement, pour faire du verre, tu peux utiliser à peu près tout. Les feuilles des arbres, les jeunes feuilles des arbres, hein, les feuilles d'abricotier, de figuier, de tilleul. Oh, les feuilles de tilleul, c'est fabuleux, c'est délicieux. Pour faire des salades, et en jus aussi, ça marche très très bien. Mais varie beaucoup. Alors, Thierry me pose une question. Bonjour Thierry, salut Thierry. Je suis en fatigue chronique depuis 10 ans. Depuis plus de 2 ans, j'ai arrêté le gluten, les produits laitiers, j'ai introduit des jus et plus de légumes dans mon alimentation. Excellent, tu as bien fait. J'ai voulu prendre Reno 1 et je ne le supporte pas. Ah, ça veut dire quoi ça? Grosse fatigue toute la journée et je dors très mal. Pourquoi? D'autre part, j'ai l'impression que ça va mieux quand je prends ni jus ni quinton. Ah, intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je me tourne un petit peu là, parce que je ne suis pas habitué à être assis comme ça aussi longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire aller mieux? Non, parce que tu comprends, dans notre monde, aller mieux, ça veut dire ne pas faire de symptômes. C'est-à-dire que tu es en bonne santé si tu ne fais pas de symptômes. Or, rien n'est plus faux. Il y a des tas de gens qui n'ont aucun symptôme et qui vont très mal. Quand tu prends des jus, quand tu prends du quinton, qu'est-ce qui se passe? Tu apportes énormément de nutrition à ton corps. Les cellules, une cellule correctement nourrie, c'est une cellule qui va commencer à faire quoi? À se nettoyer. Donc effectivement, tu vas te sentir mal parce que tu vas avoir des symptômes. Qui sont des symptômes de quoi? De détoxification. Donc le fait de te sentir mal alors que tu es en fatigue chronique est plutôt un bon signe. C'est-à-dire que il n'est pas normal de ne pas faire de symptômes dans un mode de vie globalement toxique. Je la reprends. C'est un plagiat un petit peu d'une phrase de Krishnamurti qui disait qu'il est normal d'être globalement inadapté à un monde totalement malade. Ben moi je dirais, il est normal de faire du symptôme dans un environnement globalement toxique. Il est normal d'une certaine manière d'être malade, puisqu'on a associé la notion de maladie à la notion de symptôme. Il est normal d'être malade dans un environnement globalement toxique. Si ton environnement est toxique, si tu es malade, ça veut dire que ton corps réagit à la toxicité. Il n'est pas normal de ne pas faire de symptômes dans un environnement globalement toxique. Et la plupart d'entre nous vivons dans un environnement globalement toxique. Pour l'instant, je connais personne qui se soit abstrait complètement de son environnement toxique. Donc, quand tu me dis, tu as voulu prendre Reno 1, tu ne le supportes pas, grosse fatigue toute la journée et tu dors très mal, pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse action de nettoyage, hein, tu vois, tu dors très mal. Pendant la nuit, parasympathicotomie, c'est le temps du nettoyage. Donc tu dors très mal, ça veut dire qu'il y a une grosse action de nettoyage sur tes reins. Et la médecine, puis même, je dirais pas rien que la médecine, mais la façon dont nos esprits ont été déformés, qui nous font considérer que tout symptôme est un problème, vont nous pousser à dire « Ah non, mais là, il y a un problème, il ne faut pas le prendre. » Moi, je vais te dire au contraire. Au contraire, si quand tu prends des jus, des quintons, quand tu prends des plantes médicinales comme au Reno 1, tu te sens mal, alors que tu l'es mal, puisque tu es en fatigue chronique. Si tu te sens mal, ça veut dire que ça commence à bouger dans ton corps. Parce que globalement, si tu es en fatigue chronique, ça fait 10 ans que les déchets s'accumulent dans ton corps. Donc il y a bien un moment où il va falloir les bouger. Et quand tu vas les bouger, ça ne va pas être obligatoirement très agréable. Sauf que c'est pour aller vers du mieux. Donc le fait que tu réagisses fort à un mélange de plantes médicinales, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire, bon, là c'est peut-être un peu trop au niveau de la dose, diminue la dose, t'en prends. Si tu en prenais 3 gélules, tu en prends 2, tu en prends une, tu en prends une demi, tu en prends une tous les 2 jours, tu trouves la dose adaptée, mais tu commences et puis petit à petit tu augmentes. Mais ça veut dire simplement que ton corps en a éminemment besoin. Éminemment besoin. Voilà, donc j'espère que ça sera clair pour toi et que ça va te permettre, t'aider de sortir de cet état de fatigue chronique. Quelle plante antalgique pourrait m'aider pour mes douleurs arthrosiques, à part curcuma et gingembre que je mets
Bienvenue dans la secte. Alors, on est censé parler des plantes médicinales. Pour les douleurs, j'ai dit jeûne. Parce que quand tu jeûnes, le corps produit lui-même des principes antalgiques qui vont venir vraiment... Quand tu jeûnes, tu planes un petit peu d'une certaine manière. Après, quand on parle de douleur au niveau de l'arthrose, on parle de douleur liée à la déminéralisation. Je t'encourage vraiment à envisager une reminéralisation massive. Et par exemple, bien que ce ne soit pas légal en France, mais je ne suis pas persuadé que ce qui est promu actuellement aille dans le sens de la bonne santé. Donc parfois, il faut utiliser les chemins de traverse. Mais par exemple, les injections sous-cutanées de plasma de Quinton au niveau de l'articulation. Alors je sais que ce n'est pas hygiéniste authentique, mais c'est authentiquement un soulagement pour les personnes qui souffrent. Et en apportant des minéraux de manière localisée au niveau de la hanche, du genou, sur l'endroit du coude, sur l'endroit ou de la main, à l'endroit où tu vas voir l'arthrose, en apportant des minéraux de manière localisée en sous-cutané. Alors ça, du sous-cutané, n'importe quelle infirmière te le fera. Ou tu peux apprendre toi-même très facilement à faire des sous-cutanés. Tu pinces la peau, tu prends des toutes petites aiguilles, tu rentres avec l'aiguille, tu laisses tomber tes 100 ml ou tes 250 ml, ça fait une boule, le corps l'absorbe, et à ce moment-là, tu as absorbé des minéraux sous forme biodisponible directement dans cette zone-là. C'est fabuleux. Après, il y a des plantes que je pourrais te recommander, comme par exemple la prêle ou l'ortie, qui sont vraiment excellents. Quand on parle d'arthrose, je favoriserai la circulation et la microcirculation, parce qu'il y a souvent un défaut d'irrigation au niveau des articulations. Donc là, tu as pas mal de plantes, Ginkgo biloba, le gotucola, Centella asiatica, l'ail, l'aubépine. Il y a un mélange de plantes chez Régénérescence qui est excellent pour la circulation et la microcirculation, qui sera très bien indiqué dans les cas d'arthrose. C'est le mélange cardio qui marche très bien, je l'ai testé plusieurs fois. Pas pour moi, mais je l'ai vu tester. Donc voilà, jeûne, curcuma, gingembre, oui. Plantes microcirculatoires comme le mélange cardio. Et puis prêle, ortie, vraiment bienvenue. À tester toujours pareil, ça dépend. Bonjour, question de Isaline. Quel mélange en cas de... C'est joli Isaline. Quel mélange... Mon opinion importe peu, mais je trouve ça joli. Je ne connaissais pas comme prénom. Quel mélange en cas de fatigue? Bonjour, quelques questions me viennent en espérant ne pas faire doublon aux répétitions. Ne t'inquiète pas, ça fera peut-être doublon aux répétitions, mais de toute façon, on est tellement imprégné par une culture du mensonge qu'il faut souvent répéter encore pour que ça rentre. Donc, il n'y a pas de souci. Auquel cas, je comprendrai que mes questions ne soient pas sélectionnées. Elle est sélectionnée, c'est pas moi qui les sélectionne. Ça concerne les mélanges régénérescence. Quand on est fatigué, frilosité, digestion lente, lenteur globale. Y a-t-il des priorités en termes de choix de plantes? Le choix est tellement vaste et presque tous les mélanges paraissent utiles à nos symptômes. Je suis d'accord avec toi. Je prends actuellement Parasito 1 et 2, Intestinal 1, 2 gélules de chaque mélange tous les matins. Je ne ressens pas vraiment d'effet positif ou négatif. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement dans la configuration dans laquelle on était précédemment avec Timari, qui est un très joli prénom aussi, comme Charles, comme Cécile, comme Marie-Claude, comme Fanny, comme Jessica et Sacha, comme Mathieu, comme Rudy, comme Wafa, comme Maria, ou comme Sadi ou Rida ou Claudine, pas de jaloux. Ce que ça veut dire, c'est que globalement, tu es fatigué, donc tout son système est au ralenti, et la priorité des priorités, c'est de juguler cette fatigue, parce que sinon, tout le reste, rien ne va démarrer. Alors, faut-il prendre toutes les gélules d'un coup ou en plusieurs prises sur la journée? Ça, c'est comme tu veux. Moi, je dis, si tu as la possibilité de les prendre en plusieurs prises, tu favorises leur assimilation. Idéalement, y aurait-il une cure de plantes à renouveler chaque année pour maintenir un bon état de santé? Est-ce utile de combiner jeûne et cure de plantes pour qu'elles agissent plus efficacement? 100%. Alors, dois-je augmenter les doses par rapport à ce que tu fais? Moi, dans les cas de fatigue chronique, je recommanderais d'abord et avant tout de s'occuper du système endocrinien et nerveux. Comment est-ce qu'on s'occupe de manière adéquate du système endocrinien et nerveux? Premièrement, on se met au repos. Parce que s'ils sont épuisés, c'est d'avoir été trop sollicités. Donc premièrement, on se met au repos. Relax, tranquille. Repos nerveux, repos digestif, des petites pratiques de jeûne courtes, en sachant que le système adaptatif sera plus faiblard pour ces personnes-là.
des pratiques de jeûne court seront vraiment bien indiquées. Ensuite, on a une source d'énergie pour recharger les batteries du système qui est fabuleux, qui est en abondance et en plus c'est l'été, c'est le soleil. Bain de soleil, juste excellent. Bain de soleil, proximité de la mer, tu peux aller à la mer de temps en temps, comme ça tu vas te charger d'air qui est chargé de micronutriments, qui est chargé de minéraux, tu vois, tout l'iode qu'il y a dans l'air marin, juste fabuleux pour stimuler le fonctionnement thyroïdien, soutenir le fonctionnement thyroïdien, soutenir tout le système endocrinien. À côté de ça, une fois que tu as mis en place le repos, les petits jeûnes, les bains de soleil, le massage aussi qui va y participer, soleil, massage, sommeil. Au niveau des plantes médicinales, je focaliserai sur les plantes dites adaptogènes qui vont permettre bien une meilleure adaptation de ton organisme et un renforcement de ton système adaptatif et donc de ton système nerveux et endocrinien. Endocrino 1, adréno 1 et je commencerai uniquement par ça. Je commencerai par 2, 3 gélules de chaque, puis 4, 5 gélules de chaque au besoin. Tu vois, tu augmentes les doses et tu vois comment tu te sens. Hein, que ça ne parte pas en tachycardie, que ça ne parte pas et tu soutiens. Et tu fais ça pendant un mois ou deux, hein, de manière à relancer le système. Là, normalement, si tout va bien, si tout se passe comme prévu, tu devrais commencer à faire du symptôme. Si tu fais du symptôme, que tu commences à être malade, si tu commences à être malade, c'est super bienvenu. Si tu es malade, tu sors une bouteille de jus de carotte, hein, tu fais péter le jus de carotte, bon je sais il n'est pas gazeux, mais tu fais péter le jus de carotte et tu payes un coup à tous tes proches, tu dis enfin je suis malade, ça redémarre, et là ça sera le bon signe. Donc voilà comment j'ai démarré. Jeûne et cure de plantes, oui absolument, tu peux combiner les deux. Alors Aline me demande pour le nettoyage de foie, quelles sont les plantes que je suggère pour entreprendre un nettoyage en profondeur du foie et de tous les organes du corps humain. Alors au niveau des mélanges de plantes, moi je recommande toujours le mélange hépato et pure élimination. Au niveau des plantes, ça va donner chardon-marie, bardane, pissenlit, curcuma, artichaut, baie de genièvre, persil, ortie, hydraste du Canada. Là, on va commencer à voir, tu touches la sphère hépatique, hyper important, la sphère rénale, la sphère digestive et la sphère pulmonaire. Donc là, globalement, tu as touché un petit peu tout. Donc tu me dis qu'après avoir mangé cru pendant 3 ans, voilà presque 2 ans que je suis revenu à une alimentation traditionnelle. Oh. Elle est sortie de la secte. Je veux revenir doucement à une alimentation plus saine. Tu veux revenir dans la secte. Mais je dois d'abord nettoyer mon corps. Ah bah ouais, pour rentrer dans la secte, il faut prendre des gélules. Tu le sais bien. Alors que me suggères-tu comme plante pour me préparer? Bah, ce que je t'ai dit, c'est-à-dire soit bardane, pissenlit, ainsi de suite, soit tu te fais une petite cure de hépato et de pure élimination et tu vas voir que ça va bien dégommer. Après, mets-toi à manger cru et puis tu vas voir, hein, allège ton alimentation et tout de suite le nettoyage va se faire. Delphine me pose une question sur la période de menstruation. Bonjour Thierry, un grand merci pour tes vidéos. Que penses-tu de l'igname sauvage pour réguler le syndrome prémenstruel? C'est le YAM, hein, l'igname sauvage. Oui, il y a des personnes qui témoignent que c'est une action extrêmement régulatrice sur leur système endocrinien. Je connais des femmes qui vraiment revivent grâce à ça. À tester. Et surtout, que penses-tu de sa forme en crème qui s'étale directement sur la peau et diffuse ainsi la progestérone? Oui, parce que ça c'est progestérone-like. Hein, dans le sang sans être métabolisé par le foie. Ce qui serait le cas si on le prenait par voie orale. Je sais qu'en jeûnant, les désagréments de la période juste avant les règles sont quasi inexistants. Mais malheureusement, c'est aussi une période où il est très difficile de s'abstenir de manger car les envies de se remplir de nourriture sont très fortes et notamment des aliments sucrés. Aurais-tu d'autres plantes qui aideraient pour cette période du cycle? Oui, il y a l'alchimie par exemple, qui est excellente. L'alchimie, j'y pense beaucoup. Il y a la feuille de framboisier qui est excellente aussi, qui contient des principes actifs très très intéressants. Il y a l'aquilée millefeuille aussi qui est excellente. Je pense à une mais je ne la vois pas. Il y a le mélange qui s'appelle femelle, je suis désolé pour le nom, femelle 1, hein, qui est vraiment spécifiquement orienté vers la prévention de ces troubles prémenstruels aussi, qui marche très très bien. Des plantes pour soulager les douleurs des premiers jours de règles, bon, mis à part le jeûne, toujours les mêmes plantes. Que je retrouve le nom, j'ai un trou là, je suis désolé. Rubus nigra. Donc le cassis aussi marche très très bien.
Ah, mais j'en ai une dans la tête. Si je retrouve, je te le marquerai quelque part. Si à un moment tu vois un nom dans la vidéo quelque part, tu te dis qu'est-ce qu'il fait là, ben, c'est le truc auquel j'ai pensé. La chimie est l'une des meilleures, hein, pour moi, de toute façon. Tribulus terrestris aussi, hein, dont je parlais précédemment. Le Tribulus terrestris n'est pas qu'une plante pour les hommes, c'est aussi une plante pour les femmes et qui joue vraiment son rôle. Si ma réponse ne te convient pas, envoie-nous un petit mail. Tu me dis, oh Thierry, là, tu m'as un peu zappé dans tes réponses. Hein, vas-y, hein, aboule le nom des plantes, quoi. Et ça, je m'en souviendrai. Fabienne, plante pour consolider les os. Bonjour Thierry, y a-t-il des plantes médicinales qui peuvent aider à consolider un os, fémur entre autres, après une fracture Oui, on peut se casser un os après une fracture aussi. Hein. Après une fracture pour une femme de 80 ans. Alors, souvent, les personnes âgées ont une propension à la fracture qui est plus importante. Pourquoi? Parce qu'il y a une déminéralisation globale de l'organisme. Il y a une déminéralisation pour deux raisons. On ne peut pas trop écarter les doigts. Pour deux raisons. La première, c'est que globalement, les stocks minéraux ont été consommés tout au long de la vie. La deuxième, c'est une hypofonction thyroïdienne et la thyroïde est responsable du métabolisme du calcium. Alors, pour apporter des minéraux, du calcium, de la silice, et ainsi de suite, il y a deux plantes moi, que j'aime particulièrement, qui devraient être les plantes du troisième âge, hein, la plante des petits vieux, quoi, si tu veux. Hein. Je le serai moi-même, hein, donc t'inquiète pas, je fanfarole, mais la plante des petits vieux, il y a les petits vieux, il y a les petits jeunes et les petits moyens. Moi, je suis dans les petits moyens, donc t'inquiète pas. C'est l'ortie et la prêle. L'ortie et la prêle sont deux plantes extraordinaires. À côté de ça, moi, je soutiendrai toujours le fonctionnement thyroïdien. Hein, tu as pas mal de plantes qui vont jouer ce rôle-là. Il y a un mélange qui s'appelle thyroïdo, qui est excellent pour favoriser le fonctionnement et soutenir le fonctionnement thyroïdien chez les personnes qui, avançant en âge, présentent une hypothyroïdie qui va avoir pour conséquence une moins bonne fixation du calcium, puisque la glande thyroïde produit une hormone qui s'appelle la calcitonine, que la calcitonine est responsable de la fixation du calcium. Voilà. Bon, on va passer assez rapidement sur les autres questions. Tous les gens ont des prénoms magnifiques. Hein. Je tiens à le dire tout de suite. Vous avez tous des prénoms magnifiques, tous. Le prochain, oui, Noël d'ailleurs. Plante contre le stress. On va passer parce que c'est souvent des questions très symptomatiques. Donc on va se terminer avec ça. Donc, plante contre le stress. Existe-t-il une plante miracle contre le stress? Rien de mieux qu'un jeûne, je le sais, mais en cette période d'été, je ne me sens pas prêt. Que me conseilles-tu? Alors, ce que je te conseille, en plus du jeûne, ce sont les plantes dites plantes adaptogènes. Je les ai citées, astragalme, le thérocoque, ashwagandha. Le mélange adréno est excellent pour lutter contre le stress. Le massage est excellent pour lutter contre le stress, hein, pour forcer la production d'ocytocine par le corps. Les bains de soleil et le repos globalement. Parce que tu peux jeûner alimentairement, tu peux aussi accepter de te reposer. Et moi, heureusement que la vidéo est bientôt terminée. Je suis relativement économe. 50 centilitres à l'heure, c'est ma consommation à moi, à peu près. Si vous voulez que je fasse des questions-réponses, il me faut me fournir 50 centilitres à l'heure, c'est tout. Carottes, coco, curcuma, gingembre. Pas mal. Très bon, hein. Très très bon. Donc voilà, pour le stress. Mais bon, y a-t-il une plante miracle contre le stress? La première plante miracle contre le stress, c'est te barrer des conditions qui causent le stress. Ça, pour moi, ça me paraît évident. Il faut sortir des conditions. Ensuite, plante adaptogène, excellent. Mélange adréno, excellent. Massage, excellent. Bain de soleil, excellent. Repos, excellent. À peu près tout ce que notre société promeut actuellement. On dit reposez-vous, prenez le soleil, glandez tranquillement. Alors, tu comprends pourquoi on est tellement épuisé. C'est parce que les valeurs de ce monde sont juste hyper volontaristes et à l'opposé de tout ce que je te présente. Donc voilà. Et tu me dis que tu as formé un psoriasis lié au stress, exactement. Lié, ça participe en tout cas. Laurence, plante pour le sevrage tabagique. Y a-t-il des plantes pouvant vraiment aider au sevrage tabagique, à lutter contre l'angoisse et l'envie de sucre? Franchement, non. Franchement, non. La meilleure façon de se sevrer au niveau du tabac, c'est de jeûner, de changer d'alimentation et de jeûner. Avec le jeûne, tu vas booster la production de nombre d'hormones qui vont t'aider à ressentir cet état de bien-être et puis cet état de calme aussi. Mais franchement, des plantes magiques, ils t'en sortent tout le temps pour le tabac. S'il y en avait une qui existait, franchement, le mec il serait multimilliardaire et ça se saurait. Donc non, ça ne marche pas. Quels sont les mélanges de plantes? Donc ça c'est Jean-Victor, très joli prénom, quoi. Magnifique.
Jean est magnifique, Victor est magnifique, donc les deux ensemble c'est magnifique. Quels sont les mélanges? Je m'amuse, il ne faut pas m'en vouloir, j'espère que ça ne vous blesse pas, mais au bout d'une heure et quelques, je m'amuse tout seul devant la caméra. Il y a des oiseaux et des papillons là qui sont. Je suis entouré d'une nuée de papillons. Ils ne passent pas devant la caméra, heureusement pour eux. Tiens, si, il a failli passer. Et ils se demandent pourquoi je raconte tout ça. Quels sont les mélanges de plantes régénérescence recommandés pour les surrénales? Meilleurs, adréno 1 et endocrino 1. Vont-ils les stimuler ou les réparer? Réparer, c'est pas tant réparer. Alors stimuler, non. Stimuler, non, puisque ce sont des mélanges adaptogènes. Réparer, pas tant que ça. Parce que le seul qui peut le réparer, c'est le corps. Mais si tu veux, ce sont des plantes adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles vont diminuer les demandes d'adaptation sur ces glandes-là spécifiquement. Donc, en les mettant au repos, permettre qu'elles se réparent. Écoute, c'est un peu comme si tu te casses la jambe. Okay, si tu marches sur la partie de jambe qui est fracturée, eh bien, la réparation va être difficile. Si tu marches sur une béquille, la contrainte, tu la fais partir sur la béquille, donc ta jambe va pouvoir se réparer. Ce n'est pas la béquille qui répare ta jambe, elle participe en la soulageant. Mais là, c'est exactement la même chose. Comme ce sont des plantes adaptogènes, ce vont être des béquilles qui vont soutenir ton système adaptatif de manière à lui permettre de se réparer. À part les mélanges adrénaux, deux autres mélanges semblent aussi concerner les surrénales, endocrino, qui s'adressent à tout le système endocrinien dont les surrénales, et rénaux. D'où ma question. Moi, je te dirais adrénaux et endocrino, les deux. Les deux. Et je m'en ferai 2, 3 mois bien à fond. 3, 4, 5 gélules, 6 gélules même. Je sais que ce n'est pas les posologies courantes, mais tu peux monter, tu regardes un petit peu les effets secondaires que tu as, mais tant que tu n'as pas de problème de tachycardie ou que tu as des problèmes d'endormissement, tu sais que tu es en dessous de la dose qui est efficace pour toi. Lucien me demande quelles sont les plantes qui peuvent aider à tomber enceinte. J'aimerais savoir quelles sont les plantes les plus efficaces pour améliorer les cycles menstruels et favoriser la grossesse chez une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors je vais te dire, chez une femme, vous êtes une femme, pouf, tu es une femme, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. J'ai une solution pour toi. La solution pour toi. Alors, en plus cette solution elle va te plaire, parce que d'habitude, quand une femme n'arrive pas à avoir un enfant, c'est de la faute de la femme. Ah non, attends, le mec il est là, il fait sa part et c'est de la faute de la femme si le virus, si le fœtus ne s'implante pas, c'est pas le virus. Si le fœtus ne s'implante pas. Chose qui est totalement fausse. L'homme a une grande part à jouer dans la fécondation. Si, Lucien, tu veux que ta compagne ou ta femme ait un enfant, vous vous prenez par la main tous les deux et vous allez vous faire des petits week-ends en amoureux à jeûner. Alors je sais que ce n'est pas hyper glamour et quand on jeûne, on a une sale haleine et ainsi de suite, que ça ne favorise pas le rapprochement, qui est aussi une condition sine qua non au fait qu'elle tombe enceinte. Mais il y a un temps pour tout. D'abord la mauvaise haleine, et puis après les rapprochements beaucoup plus sensuels. Mais dans un premier temps, je te recommanderais fortement de jeûner. De jeûner et de favoriser la détoxification globale du corps. Donc tu me demandes des plantes en particulier. C'est marrant, je l'ai en tête. Tout à l'heure, il y avait la question sur les règles et les syndromes prémenstruels. C'est exactement la même plante qui est active pour la sphère utérine et je ne la retrouve pas. Je ne la retrouve pas. Je suis désolé, j'ai un creux. Comme ce n'est pas préparé, j'ai un creux. Si j'y pense, je le mettrai dans la description de la vidéo. Essayez de regarder la description de la vidéo. Je le mettrai là, en petit, là, dans la vidéo. Je vais faire quelques recherches. Le nom m'échappe. Je la vois, la plante. Elle est là devant moi, mais je ne la vois pas. Donc il va y avoir, oui, des plantes qui vont aider à nettoyer la sphère utérine en particulier, mais toutes les plantes qui vont favoriser l'élimination. Donc, changement de mode de vie, changement de régime alimentaire, pratique du jeûne, élimination, favoriser l'élimination, élimination, travail hépatique pour éliminer les produits polluants. Et là, tu vas voir qu'au niveau fertilité, enfin, je veux dire, ça marche tout le temps. Enfin, ça marche tout le temps, ça marche quasi tout le temps, sauf vraiment un gros empêchement, mais vraiment, la fertilité se trouve énormément boostée. L'avantage, c'est que c'est à l'homme et à la femme de le faire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste comme truc? Anne qui me demande, avec un très joli prénom, plantes pour la détox des métaux lourds. Bonjour Thierry, quelles plantes peuvent aider à la détoxification des métaux lourds? Alors globalement, on va dire toutes les plantes qui contiennent des principes soufrés.
ail, chou en tant que tel vont aider. Tout ce qui va booster le fonctionnement hépatique, puisque c'est le foie qui détoxifie les métaux lourds. Donc ce n'est pas des plantes qui vont aider à la détox des métaux lourds, c'est des plantes qui vont aider les organes qui sont censés détoxifier les métaux lourds. Donc en nettoyant ton foie et en facilitant le nettoyage de ton foie par des jeûnes, des jus de betterave, curcuma, chardon-marie et des mélanges de plantes comme le mélange hépato par exemple, tu vas permettre à ton foie de produire beaucoup plus de principes comme le glutathion par exemple, qui sont des antioxydants majeurs et qui sont les principes détoxifiants du corps. La détoxification profonde du corps se fait par le foie et donc c'est le foie qu'il va falloir soutenir globalement. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question sur les métaux lourds. Métaux lourds, c'est un fonctionnement hépatique. Il n'y aura pas d'expérience de détoxification des métaux lourds sans une expérience de la détoxification hépatique, ça j'en suis persuadé. Et après, il va falloir booster les organes d'élimination, reins, intestins, pour favoriser l'élimination. Alors ensuite, j'avais un dernier truc. Ah oui, voilà, quelqu'un qui n'était pas content parce qu'il a pris les mélanges Réno 1, Hépato, Pure Élimination et Pancréo 2 pendant 3 semaines et il n'a pas perdu de poids. Et j'en avais parlé dans la vidéo sur la perte de poids. Et donc quelqu'un de l'équipe lui a répondu en lui disant que les mélanges de plantes vont effectivement soutenir la perte de poids, mais que ça ne fait pas tout, qu'il faut aussi changer son mode de vie. Et donc la personne répond « Je ne suis pas satisfait de votre réponse car dans la vidéo du monsieur qui propose 4 flacons, c'est moi le vendeur de flacons, que j'ai commandé, il dit bien que vous allez perdre du kilo et ne pas les reprendre, vous continuez à manger comme avant sans vous priver. » Ou des phrases similaires. Ah oui, alors c'est évident que je parle de continuer à manger comme avant sans se priver, mais attends, je parle de continuer à manger sans se priver, mais pas comme avant. Je veux dire, si tu ne changes rien aux conditions de ta vie, il ne faut pas compter sur de la poudre de plantes médicinales ou de la poudre de perlimpinpin pour changer quoi que ce soit. C'est super, ça nous permet de terminer la vidéo. Le miracle, il s'accomplit chaque jour dans notre corps. C'est ici qu'il se passe. Et on nous a complètement lobotomisés, on nous a tellement transformés. Le système éducatif, les systèmes de nos valeurs culturelles, familiales, nous a tellement habitués à regarder vers l'extérieur. Et ça, j'insiste pour le dire, parce que c'est valable à toutes les échelles, en termes de santé, en termes de spiritualité. On cherche toujours à l'extérieur, on cherche un sauveur extérieur, on cherche une plante qui va venir nous aider, alors que tout est là. Tout est là. Ça sur le plan de la santé, sur le plan de la spiritualité, tout est là. Toute la créativité, elle est là. Elle est engrammée à toi. Elle ne demande qu'une chose, que tu la révèles. Il s'agit pour nous de le révéler. Donc les plantes que nous allons utiliser, au mieux, viendront révéler un processus, comme on dit, bénéfique. Je cherche un terme. Un processus positif, on va dire, dans l'organisme. Elles viendront le révéler, mais elles ne vont pas tout faire en elles-mêmes. Prétendre aux personnes, vous ne changez rien à votre mode de vie en prenant des plantes, vous allez perdre du poids, c'est faux. C'est archi faux. Par contre, dire aux personnes, changez votre façon de vous nourrir, sans vous priver, mais en allant vers beaucoup plus de fruits et de légumes. C'est-à-dire en changeant la qualité, non pas la quantité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir vous régaler, vous allez pouvoir même manger plus, plus de fruits et de légumes riches en micronutriments. Et en plus, si vous ajoutez des plantes qui vont favoriser la diminution de la résistance à l'insuline et l'élimination, alors à ce moment-là, le processus va être accéléré. Mais pas de fausses promesses. Le miracle, il se passe chaque jour ici à l'intérieur. Il ne se passe pas dans ces plantes, il ne se passe pas dans le où, il ne se passe pas. Ce sont des miracles en tant que tels, mais elles ont leur propre miracle. Le miracle, nous, il se passe dans le corps. On peut interagir avec ces plantes pour le meilleur. Et c'est pour ça que entre adulation et rejet profond, il y a une voie du milieu à trouver. Je connais nombre d'organismes fatigués qui ont besoin de ces plantes pour fonctionner de manière adéquate. Et c'est du pragmatisme. Je suis pragmatologue ou pragmativore ou pragmatihygiéniste d'une certaine manière. C'est-à-dire que je constate
je constate qu'au-delà de toutes les idéologies qui te disent ouais, le corps peut tout seul et ainsi de suite, des gens qui sont en situation chronique ne vont pas s'en sortir si elles n'ont pas une béquille. La béquille que tu as quand tu t'es cassé la jambe et que à ce moment-là, l'effort tu le fais peser sur la béquille qui va résister pour toi pour que ta jambe se répare toute seule. Nombre de plantes médicinales travaillent comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas elles qui vont faire le job. Elles vont offrir une béquille à l'organisme qui lui-même va se réparer. Dans ce sens-là, on est particulièrement bien placé dans la réflexion hygiéniste. On est en plein hygiénisme. Le corps se répare, mais on a des béquilles pour le soutenir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez encore approfondi des notions, simplifié votre façon de regarder les choses, acquis du savoir et que vous avez peut-être transformé en connaissance. En tout cas, pour moi, ça a été un immense plaisir. Merci pour toutes vos questions. Merci aussi bien de vraiment faire en sorte de connaître votre écosystème, connaître toutes ces plantes, cette richesse qu'il y a autour de nous, qui est juste incroyable. Quand Maria Treben parlait de la pharmacie du bon Dieu, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très sain à interagir avec notre environnement, y compris notre environnement de plantes médicinales, à connaître, utiliser les plantes qui sont autour de nous, principalement, et en sachant les utiliser, permettre de s'affranchir de toute cette tutelle. Mais pour ça, il faut avoir aussi l'état d'esprit qui va avec. Et l'état d'esprit, c'est arrêter de se faire leurrer par le symptôme et commencer vraiment à s'intéresser au terrain. Les plantes n'ont d'intérêt que si elles jouent sur le terrain. Toute plante qui vous dit « voilà une plante pour arrêter de fumer », bidon. Bidon, c'est purement symptomatique. Une plante pour dormir, symptomatique. Une plante pour ceci, symptomatique. Comment veux-tu avoir une plante pour dormir alors que les causes de l'insomnie sont multiples? Par contre, on te dit telle plante favorise le nettoyage hépatique, alors là oui, on est sur du terrain. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de soutenir, de mettre en avant et de promouvoir d'une certaine manière uniquement et depuis toujours des mélanges de plantes qui sont conçus non pas d'une manière symptomatique mais d'une manière de terrain. Parce que le reste c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin. On va agir sur le terrain. On favorise le fonctionnement du foie, des émonctoires, des systèmes endocriniens et on relance le tout progressivement, tranquillement. Et c'est une béquille qui peut être extrêmement salvatrice pour nombre de personnes. Je vous souhaite une bonne régénération, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, la marée est basse. On va aller ravitailler ou trouver une petite pastèque dans le coin. Je vous souhaite une bonne régénération.